Une pauvre fille marche pieds nus sur le trottoir froid. Le jeune milliardaire s'approche et demande « Tes pieds ne te font pas mal ?» Elle répond « Ils ne me font plus mal. Ils s'y sont habitués. » Et il se met à pleurer en voyant ses talons. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Caleb détestait les feux de circulation sur la 5e avenue. Il semblait toujours durer une éternité, 45 secondes qui paraissaient un siècle dans son Audi argenté, la climatisation à fond et du jazz à la radio. Il tapotait ses doigts sur le volant en cuir et jeta un coup d'œil à l'horloge, 18h37. Le ciel était teinté d'orange alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles. Sa vie suivait une routine impeccable, réunion à 9h, déjeuner à midi, appel téléphonique à Tumont, puis retour dans son appartement vide où un verre de whisky l'attendait. À 28 ans, héritier d'une fortune qu'il ne pourrait pas dépenser en 3 existences, il n'avait rien à faire sinon regarder l'aiguille des secondes tourner. Quand le feu passa au vert, il n'appuya pas immédiatement sur l'accélérateur. Quelque chose, de l'autre côté du trottoir, avait attiré son attention. Une fillette, elle ne devait pas avoir plus de 10 ans, traversait la rue, main dans la patte d'un chien si maigre qu'on distinguait ses côtes même à cette distance. Elle n'avait pas de chaussures. Des klaxons résonnèrent derrière lui. Caleb appuya machinalement sur l'accélérateur, mais ses yeux restèrent fixés sur le rétroviseur. La petite avait les cheveux sombres et emmêlés, et une robe délavée qui semblait faire 2 tailles de trop pour sa frêle silhouette. Le chien boitait légèrement, la suivant comme une ombre fidèle. Cette image resta gravée dans son esprit tandis qu'il roulait dans les rues familières. Dans son monde, les enfants portaient des uniformes d'école privée et tenaient la main de nounous en uniforme. Ils ne traversaient pas les avenues bondées pieds nus, accompagnés d'un chien squelettique. Sans réfléchir à 2 fois, Caleb fit demi-tour dès qu'il le put. Quelque chose dans cette scène le ramenait en arrière. La circulation était pire, et lorsqu'il revint à l'endroit où il avait vu la fillette, près de 20 minutes s'étaient écoulées. Il se gara tant bien que mal, ignorant le panneau « Interdiction de s'arrêter » et l'agent de stationnement qui lui proposait de surveiller sa voiture. « Vous avez vu une petite fille ?» demanda-t-il à une femme plus âgée qui disposait des fruits sur un étal de fortune. Pieds nus, avec un chien tout maigre. La femme le dévisagea avec méfiance. « Beaucoup d'enfants passent par ici, monsieur. » Caleb descendit le trottoir, regardant dans les ruelles et à l'entrée des magasins. Il se sentait ridicule dans son costume italien à 3000 $, à poser des questions sur une fillette sans abri. Certains détournaient les yeux, d'autres le suivaient du regard, méfiants. Un vendeur de hot-dog haussa seulement les épaules. Alors qu'il allait abandonner, il l'aperçut, assise près de l'entrée d'un magasin fermé, à une centaine de mètres. Il s'approcha lentement, espérant ne pas l'effrayer. Le chien, couché à ses côtés, leva la tête et émit un léger grognement. « Tout va bien, » dit Caleb en s'arrêtant à quelques pas. « Je voulais juste voir si tu allais bien. » La fillette leva les yeux. Ses prunelles marron étaient immenses sur son visage émacié. Elle ne montra aucune peur, seulement une prudence calculée, comme si elle avait déjà appris à jauger les inconnus par nécessité. « Je vais bien, » dit-elle d'une voix rauque, comme si elle ne parlait presque jamais. « Où sont tes chaussures ?» demanda Caleb, remarquant à quel point ses pieds, petits et sales, étaient visibles. Un sourire presque imperceptible releva le coin de sa bouche. « Je n'en ai plus besoin. Mes pieds ne me font plus mal. » La simplicité de cette affirmation le frappa en plein cœur. Caleb connaissait la douleur, celle d'avoir perdu ses parents trop tôt, de se sentir vide malgré tout ce qu'il possédait. Mais il n'avait jamais connu la souffrance de marcher pieds nus sur le bitume brûlant, une douleur qui finit par s'engourdir. « Je pourrais t'acheter des chaussures, » proposa-t-il, se sentant aussitôt ridicule. La fillette ne répondit pas. Elle se contenta de caresser la tête du chien, qui ne grognait plus mais fixait toujours Caleb. « Comment t'appelles-tu » tenta-t-il encore. « Ellie » hésita-t-elle. « Et lui, c'est Max. »« Tu as un endroit où dormir, Ellie ?» La question resta en suspens quelques secondes. En arrière-plan, les klaxons retentissaient et les passants défilaient, indifférents à la scène. 2 mondes qui s'entrechoquaient sur un trottoir sale. « On a toujours un endroit », finit-elle par répondre en se relevant. Le chien l'imita, boitillant. « Allez, Max. » Avant que Caleb ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle s'en allait déjà, se fondant dans la foule. Le chien la suivait fidèlement. Caleb resta là, à la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Sur le chemin du retour à sa voiture, il ressentit une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas de la pitié. C'était plus profond,
comme un réveil après un long sommeil. Les gens autour de lui paraissaient différents à présent. Les immeubles, les magasins, les voitures de luxe semblaient enveloppés d'une sorte d'irréalité. Lorsqu'il monta dans l'Audi et démarra, le silence à l'intérieur l'étouffa. Il coupa la climatisation et baissa la vitre. Le vacarme de la ville s'engouffra, vibrant et réel. « Mes pieds ne me font plus mal. » Les mots de la fillette résonnaient en lui. L'adaptation à la douleur, l'acceptation de la souffrance comme une composante normale de la vie. Pendant qu'il passait ses journées dans l'engourdissement, baigné dans un confort aseptisé, cet enfant trouvait une forme de paix étrange dans la rudesse de son existence. Caleb erra au volant pendant les heures qui suivirent. Pour la première fois depuis des années, son appartement dans les hauteurs ne lui paraissait plus être un lieu où il avait envie de rentrer. Le souvenir d'Ellie et de Max traversant la rue avait fissuré quelque chose en lui, comme une vitre qui reste entière mais ne sera plus jamais la même après la première fêlure. Lorsqu'il gara finalement sa voiture dans le garage de son immeuble, il était plus de minuit. Le concierge le salua avec sa politesse habituelle, mais Caleb n'y prêta guère attention. Son monde autrefois méthodique et prévisible semblait désormais déréglé. Il savait, avec une certitude inexplicable, qu'il reviendrait dans cette rue, qu'il devait retrouver Ellie, pas par pitié ou charité, mais parce que, durant quelques instants, à travers la vitre de sa voiture, il avait entrevu quelque chose de vrai. Caleb revint le lendemain. Il se gara au même endroit, vérifia sa montre, 18h30, l'heure à laquelle il l'avait vue la première fois. Il attendit. 1 heure. 2 heures. Pas le moindre signe d'Ellie ou de Max. Il revint le lendemain, et le suivant, et encore après. Chaque jour en arrivant plus tôt, en repartant plus tard. L'image de la fillette pieds nus et de son chien maigre refusait de quitter son esprit. Durant les réunions, les appels téléphoniques, les dîners d'affaires, elle restait en arrière-plan dans sa tête, ses yeux trop grands pour son visage émacié. Le 5e jour, plutôt que de rester dans sa voiture, il décida de se promener. L'étal de fruits était toujours là, tenu par la même femme au regard méfiant. « Bonjour », la salua-t-il, essayant d'avoir l'air moins intrusif que la dernière fois. Il portait un jean et une chemise simple, rien qui puisse attirer l'attention. « Je cherche une fillette qui passe parfois par ici. Elle s'appelle Ellie. Elle a un chien qui s'appelle Max. » La femme plissa les yeux. « Pourquoi vous la cherchez ?» Caleb hésita. Il n'avait pas de réponse toute faite. Pourquoi la cherchait-il ? Il n'en était même pas sur lui-même. « Je veux l'aider », dit-il simplement. La femme le considéra un moment, puis lui montra du doigt le coin de la rue. « Essayez l'épicerie de Samir. Il laisse parfois les gosses prendre les restes en fin de journée. » Le magasin était un petit espace exigu coincé entre une laverie et un revendeur de téléphones d'occasion. Un homme d'âge moyen rangeait des fruits à l'entrée. Caleb s'avança. « Excusez-moi, c'est vous Samir ?» L'homme hocha la tête sans lever les yeux de sa tâche. « Je cherche une fillette qui s'appelle Ellie. Elle doit avoir 9 ou 10 ans. Elle a un chien très maigre. »« Ah, la gamine avec Max » l'interrompit Samir, relevant enfin la tête. « Je ne l'ai pas vue depuis 3 jours. Elle venait chercher du pain et du lait à la fermeture. » Caleb ressentit à la fois un soulagement et une inquiétude. Soulagé de confirmer qu'elle existait bien, qu'il ne l'avait pas imaginée. Inquiet de ne pas savoir où elle pouvait être. « Elle habite dans le coin ?» demanda-t-il. Samir haussa les épaules. Les gamins comme ça n'ont pas d'endroit fixe. Ils vont et viennent. Elle avait l'air plus prudente que d'autres. Elle ne prenait jamais plus que ce dont elle avait besoin. Au fil des semaines suivantes, Caleb s'installa dans une nouvelle routine. Il se levait, allait au bureau, réglait les affaires urgentes, puis à 16 heures il partait arpenter les rues près de la 5e avenue. Il parlait avec les commerçants, les gardiens de nuit, les livreurs. Peu à peu, il construisait une sorte de carte fragmentée de l'existence d'Ellie. Un veilleur de nuit d'un parking l'avait vu dormir quelquefois sous l'auvent d'un bâtiment commercial abandonné. Le propriétaire d'un dîner avait remarqué qu'elle passait parfois à la fermeture pour récupérer un sandwich, toujours partagé avec son chien famélique. Un vendeur de livres d'occasion sur le trottoir disait qu'elle s'arrêtait devant les livres pour enfants mais ne les touchait jamais. De petits indices d'une vie invisible à la plupart des passants de ces rues prospères. Un soir, il était plus de 22 heures lorsque Caleb trouva un groupe d'enfants assis dans une aire de jeu public. Il s'approcha avec prudence. « Salut », dit-il en gardant ses distances pour ne pas les effrayer. « Vous connaissez une fille qui s'appelle Ellie ? Elle a un chien qui s'appelle Max. » Leurs regards méfiants se teintèrent d'hostilité à peine voilée. « Pourquoi tu veux savoir ?» demanda un garçon plus âgé, peut-être 13 ans.
je veux juste l'aider. Je l'ai vu il y a quelques semaines. Et aider comment? Le garçon le coupa. En l'amenant dans un foyer où ils lui retireront le chien? Ou peut-être chez les flics? Caleb comprit son erreur. Dans ce monde, la méfiance était une question de survie. Non, je veux juste savoir si elle va bien. Une fille plus jeune, silencieuse jusqu'alors, prit la parole. Elle était malade, elle toussait beaucoup. Le cœur de Caleb manqua un battement. Où est-elle maintenant? On ne balance pas les nôtres, lança le garçon plus âgé en se levant. Va-t'en, mec. Caleb recula, comprenant le message. Il déposa quelques billets de 20 $ sur le banc de l'aire de jeu et s'éloigna sans un mot. Les jours passaient, les recherches s'éternisaient. Sa frustration augmentait, mêlée à un sentiment d'étrange détermination. Pour la première fois depuis longtemps, Caleb avait un but plus grand que l'inertie de son existence dorée. Son appartement, avec ses meubles coûteux et sa vue panoramique, lui semblait de plus en plus être un décor vide. Les réunions de bureau ressemblaient à du théâtre sans signification. Il se surprenait à observer les gens dans la rue, surtout les enfants avec leurs parents, avec une mélancolie qu'il ne parvenait pas à définir. Un soir, après une nouvelle journée de recherche infructueuse, il s'assit sur un banc de parc, contemplant le ciel sans étoiles de la ville. Il sortit de son portefeuille une photo de ses parents qu'il gardait toujours. Ils souriaient tous les deux sur une plage, bien avant l'accident qui leur avait coûté la vie. Il avait 12 ans à l'époque, soit l'âge qu'Ellie semblait avoir. Il ressentit une faim qu'il ne connaissait pas une faim de nourriture, de confort ou même de compagnie, mais une faim de sens, de raison d'être. La fillette et son chien avaient fait surgir en lui quelque chose dont il n'avait pas conscience. En rentrant chez lui ce soir-là, il ne prit pas la peine d'allumer les lumières. Il s'assit dans le noir de son vaste salon, un verre de whisky intact sur la table basse. Pour la première fois, il sentit le vrai poids du silence qui régnait dans son appartement, un silence propre à une vie à moitié vécue. « Où es-tu, Ellie ?» murmura-t-il dans le vide. Cette nuit-là, tandis qu'il tentait de trouver le sommeil dans son grand lit au drap de coton égyptien, Caleb comprit quelque chose que son argent ne pourrait jamais acheter. Le vide qu'il avait toujours ressenti n'était rien en comparaison de ce qu'il éprouvait maintenant. Savoir que quelque part dans cette même ville, une fillette nommée Ellie et un chien nommé Max luttaient pour survivre un jour de plus. Et cette réalisation, aussi douloureuse fût-elle, était la chose la plus réelle qu'il ait ressentie depuis longtemps. Cela faisait 3 jours qu'il pleuvait sans discontinuer. Caleb roulait lentement, les essuie-glaces à pleine puissance pour affronter l'averse. Les rues étaient moins animées que d'habitude, les gens cherchant un abri où ils pouvaient. Un mois s'était écoulé depuis qu'il avait vu Ellie pour la première fois. Ses recherches s'étaient espacées, non par manque d'intérêt, mais parce qu'il avait la sensation grandissante qu'elle était peut-être partie, avait changé de secteur, ou pire, avait été emmenée quelque part. L'incertitude le rongeait. Cet après-midi-là, n'ayant aucune urgence au bureau, il décida d'élargir son périmètre de recherche. Il sortit de la zone commerciale pour explorer des rues moins familières. Un pont autoroutier reliait ce quartier à une zone plus industrielle. Caleb ralentit en passant sous la grande structure de béton. Il se gara et resta quelques minutes dans la voiture, regardant la pluie et les rares passants qui osaient braver le mauvais temps. Sous le pont, on distinguait un abri de fortune où quelques personnes avaient trouvé refuge. Quelque chose attira son regard, un mouvement familier. Il prit son parapluie à l'arrière et sortit sous la pluie. Le martèlement de l'eau sur le béton créait une sorte de rideau sonore. Il avançait prudemment pour éviter les flaques et les déchets. Et il la vit. Ellie était assise sur des cartons, Max à ses côtés. Ses cheveux paraissaient encore plus emmêlés qu'avant, ses vêtements visiblement sales. Elle tenait un morceau de pain, qu'elle divisait soigneusement en 2, offrant la plus grosse part au chien. Le cœur de Caleb s'emballa. Il resta une seconde sans savoir comment l'aborder, ne voulant pas l'effrayer. Mais il ne pouvait se contenter de la regarder de loin. Il se décida à agir avec naturel. Il s'approcha lentement, faisant suffisamment de bruit pour qu'elle le remarque avant qu'il ne soit trop près. Max fut le premier à le voir. Le chien leva la tête, les oreilles droites, mais ne grogna pas. Il avait l'air encore plus maigre qu'avant, si c'était possible. Ellie, suivant le regard du chien, se figea en voyant Caleb. « Salut, Ellie » dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Tu te souviens de moi ?» Elle hocha lentement la tête, ses grands yeux ne le lâchant pas du regard. « T'es le mec de la voiture » dit-elle d'une voix encore plus rauque qu'auparavant. Caleb sourit, soulagé qu'elle se rappelle de lui. « C'est ça. Je t'ai cherché pendant des semaines. » Elle fronça les sourcils, semblant perplexe.
Pourquoi? La question, si simple et directe, le désarçonna. Pourquoi, en effet? Que pouvait-il répondre qui ne sonne pas comme de la pitié ou, pire, quelque chose de douteux? J'étais inquiet, avoua-t-il sincèrement. Je voulais voir si toi et Max alliez bien. Ellie regarda le chien, qui s'était remis à mordiller son morceau de pain, décidant visiblement que Caleb ne représentait pas une menace. On va bien, dit-elle. Elle toussa, un son rauque venu du fond de sa poitrine. Caleb remarqua qu'elle tremblait légèrement, même si elle était en partie à l'abri de la pluie. Sa robe fine était mouillée sur les bords. Tu as froid, constata-t-il. Ellie ne répondit pas, se contentant de réajuster son carton pour fuir l'humidité qui gagnait le sol. Ça te dérange si je m'assieds? Demanda Caleb en indiquant un espace proche, mais pas trop près d'elle. Elle haussa les épaules, un geste étrangement adulte pour quelqu'un de son âge. Le sol n'est pas à moi. Caleb referma son parapluie et s'assit sur le béton froid, en gardant une distance respectueuse. Il sortit de son sac à dos un sachet en papier avec le logo d'un restaurant. J'ai apporté de quoi manger. Tu veux partager avec moi? Ellie posa les yeux sur le sac, mais ne bougea pas. La méfiance était gravée dans chaque trait de son visage sale et juvénile. Qu'est-ce que c'est? Des sandwichs, des fruits, une bouteille de jus, répondit-il en ouvrant le sachet pour qu'elle voie le contenu. Il y a aussi du poulet grillé, je pense que Max pourrait aimer. En entendant son nom, le chien releva la tête. Ellie hésita un moment, puis s'approcha légèrement, faisant glisser son carton avec elle. Max la suivit fidèlement. Caleb posa le sachet entre eux et recula pour lui laisser la liberté de prendre ce qu'elle voulait. Ellie sortit d'abord le morceau de poulet et le donna à Max, qui l'avala presque sans mâcher. Alors seulement, elle attrapa un sandwich pour elle. « Merci », murmura-t-elle avant d'en prendre une bouchée prudente. Ils mangèrent en silence quelques minutes, la pluie occupant l'espace sonore. Caleb remarqua qu'elle mastiquait lentement, comme pour faire durer la nourriture. Elle toussa de nouveau, une quinte sèche. « Depuis quand tu tousses ?» demanda-t-il, le plus naturellement possible. « Je ne suis pas malade », répondit-elle automatiquement, puis ajouta, « juste un petit rhume. »« Ça va passer. Tu pourrais consulter un médecin. Je peux t'y emmener. » Ellie secoua vivement la tête. « Non. Il m'emmène. »« Qui ?»« Les travailleurs sociaux. Ils me mettraient dans un foyer. » Caleb comprit sa crainte. « Et Max ne pourrait pas venir. » Elle hocha la tête et caressa la tête du chien. « C'est tout ce que j'ai. » La brutalité de cette phrase frappa Caleb. Dans un monde où il possédait tout, argent, propriété, voiture, investissement, cette fillette ne possédait qu'un chien maigre, et cela représentait tout pour elle. « Comment vous vous êtes rencontrés ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Un léger sourire effleura le visage d'Ellie, l'illuminant brièvement. « Je l'ai trouvé dans une benne derrière un restaurant. Il n'était qu'un chiot. Quelqu'un l'avait jeté là. » Elle serra le chien contre elle, et il lui lécha le visage. « On s'est trouvés. »« Tu t'occupes bien de lui ?» observa Caleb. « On s'occupe l'un de l'autre » rectifia-t-elle. Ils restèrent encore un moment sans parler. La pluie se calma, devenant un simple crachin. Ellie finit son sandwich et enveloppa soigneusement la pomme que Caleb avait apportée, la glissant dans la poche de sa robe. « Pour plus tard » expliqua-t-elle en voyant son regard. « Ellie, où tu dors ?» Elle désigna vaguement l'espace autour. « Ici, parfois là-bas » dit-elle en montrant un endroit plus en retrait sous le pont. « Ça dépend combien de gens y sont. »« Et avant? Tu as toujours vécu comme ça ?» La question sortit plus maladroitement qu'il ne l'aurait voulu, mais Ellie ne sembla pas offensée. « Non. Avant je vivais avec ma mère dans une petite chambre. Mais il y avait un lit et un réchaud. » Caleb attendit qu'elle poursuive, sans insister. « Un jour, elle est partie travailler et n'est jamais revenue. J'ai attendu très longtemps. » Ses yeux se perdirent dans le vide. « La propriétaire m'a mise dehors au bout d'un moment parce que le loyer n'était pas payé. »« Je suis désolé, » fit Caleb, conscient du caractère dérisoire de ces mots. Ellie haussa de nouveau les épaules. « Après, je suis resté avec Donna. Elle était gentille. Elle m'a montré où trouver de la nourriture et où c'était sûr de dormir. »« Donna ?» Une dame plus âgée, elle aussi à la rue. Elle avait plein de chats. Un sourire triste apparut sur son visage. Mais elle est tombée très malade l'hiver dernier. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. La façon directe dont Ellie parlait de ses pertes profondes laissa Caleb sans voix. «
Aucune autocomplaisance, juste l'acceptation de quelqu'un qui avait trop tôt compris que la vie continuait malgré les tragédies. « Monsieur, reprit-elle tout à coup, le tirant de ses pensées, pourquoi vous êtes encore là ?» La question le surprit. « Comment ça ? Pourquoi vous me cherchez ? Vous n'êtes pas un travailleur social. Vous n'êtes pas un flic. » Ses yeux le détaillèrent intensément. « Les gens comme vous ne parlent pas aux gens comme moi. » L'honnêteté brute de cette remarque lui coupa la parole. Ellie avait raison. Dans son monde habituel, il ne l'aurait même pas remarqué. Il serait passé, aurait peut-être ressenti un bref pincement au cœur, puis l'aurait oublié une fois rentré chez lui. « Je ne sais pas trop comment expliquer, » finit-il par dire. « Je crois que quand je t'ai vu ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose que j'ignorais. » « Quoi ? » Caleb réfléchit un instant. « Que j'ai tout, mais rien. » Ellie fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Comment on peut avoir tout et rien ? » « C'est compliqué, admit-il. J'ai une grande maison, mais personne avec qui la partager. J'ai de l'argent, mais rien que j'ai vraiment envie d'acheter. » Il s'interrompit, conscient du ridicule que cela pouvait sonner. « Désolé, ça doit te sembler absurde. » À sa grande surprise, Ellie ne se moqua pas de lui. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête. Un peu comme avoir beaucoup à manger, mais ne pas avoir faim. La simplicité de son analogie l'impressionna. Oui, c'est un peu ça. Max s'étira et bâilla, apparemment repu après le poulet. Il s'allongea en posant sa tête sur les genoux d'Ellie, et elle commença instinctivement à lui caresser les oreilles. « L'hiver approche, » dit-elle, changeant de sujet. « Les nuits vont être plus froides. » Caleb entendit l'inquiétude dans sa voix. « Tu pourrais loger quelque part au chaud. J'ai un appartement. »« Non, le coupa-t-elle. On se débrouillera. » Elle marqua une pause, comme pour souligner ses propos. Les gens veulent toujours quelque chose en échange. Son ton exprimait une amertume bien trop adulte pour son âge. Personne n'aide gratuitement. Je ne veux rien en retour, Ellie. Elle le regarda longuement. Tout le monde veut quelque chose. Parfois, ils ne le savent juste pas encore. La pluie avait finalement cessé. Le soleil perçait les nuages, illuminant les flaques d'eau sur le bitume mouillé. Quelques personnes qui s'étaient abritées sous le pont commençaient à partir. « Je dois y aller » fit Ellie en se levant. Max l'imita. Caleb se releva aussi, endolori d'être resté assis sur le sol froid. « Je peux revenir demain ? Apporter un peu plus à manger ?» Elle hésita. « Tu viendrais même si je disais non, pas vrai ?» Caleb ne put retenir un sourire. « Probablement. » Ce qui ressemblait à un timide sourire effleura son visage. « Apporte aussi quelque chose pour Max, alors. »« Je te le promets. » Elle s'éloigna, le chien la suivant de près. L'image d'eux deux, si frêle contre la masse imposante de la ville, une fillette et un chien maigre côte à côte comme s'ils étaient seuls au monde, remua quelque chose en lui. Sur le chemin du retour, Caleb s'arrêta dans une pharmacie pour acheter du sirop contre la toux, des pansements, des antipyrétiques. Puis il alla dans un grand magasin acheter une couverture thermique, des chaussettes épaisses, une veste pour enfants. Il pensa à des chaussures, mais se souvint de ce qu'Ellie avait dit la première fois, « Mes pieds ne me font plus mal. » Pour la première fois depuis longtemps, il se coucha sans son habituel verre de whisky. Et pour la première fois depuis une éternité, il avait l'impression que le lendemain aurait vraiment un sens. L'orage éclata peu après midi. Ce n'était pas une simple averse, c'était une tempête qui transformait les rues en rivières, obstruait les caniveaux et obligeait les automobilistes à se réfugier sous des auvents. Le bulletin météo annonçait des vents à près de 100 km/h et peut-être de la grêle. Caleb annula tous ses rendez-vous et quitta le bureau en trombe. Le trafic était chaotique, les gens couraient se mettre à l'abri, les parapluies se retournaient sous la force du vent. Il n'avait pas pris sa voiture ce jour-là, alors il héla un taxi et lui demanda de le conduire vers le centre-ville. Il pleuvait des cordes, et la ville changeait de visage derrière la vitre ruisselante. Arrivé sous le pont, là où il avait vu Ellie la dernière fois, il constata que presque personne n'y était. L'averse tombait en billets, et l'endroit offrait peu de protection. Il parcourut tout l'espace, se moquant de l'eau qui imbibait son pantalon et ses chaussures hors de prix. Aucune trace d'Ellie ni de Max. Il essaya d'autres lieux où il l'avait déjà croisé. Une petite place partiellement couverte, l'arrière d'un bâtiment commercial, même la cour de récréation où il avait parlé à d'autres enfants. En vain. Le ciel s'assombrit rapidement, même si ce n'était que le milieu de l'après-midi. Caleb était trempé, commençant à ressentir le froid. « Où es-tu, Ellie »
murmura-t-il, debout au bord d'un trottoir presque désert. Puis il remarqua une agitation près d'une entrée latérale d'une église, 2 rues plus loin. Un petit groupe de gens semblait se disputer avec quelqu'un sur le seuil. Caleb s'approcha, relevant la capuche de son manteau, même s'il était déjà trempé jusqu'aux os. « Nous ne pouvons pas accepter les animaux, c'est la règle », disait un homme portant un imperméable jaune à l'entrée de l'église. « Le refuge reste ouvert pendant la tempête, mais les chiens doivent aller à la fourrière municipale. »« S'il vous plaît », lança une voix que Caleb reconnut aussitôt, même étouffée par la pluie. « Il sera vraiment calme, il ne dérangera personne. » Caleb accéléra le pas. Ellie se tenait sous le porche, serrant Max contre elle. Tous deux tremblaient de façon visible, ruisselant. Le chien avait l'air encore plus maigre, son pelage plaqué par l'eau. « Je suis désolé, ma petite, » dit l'homme, d'un ton plus doux. « Je ne peux pas enfreindre les règles. Beaucoup de gens sont allergiques, et si j'accepte un animal, tout le monde voudra. » Ellie, appela Caleb en approchant. Elle se retourna. Son visage était pâle, ses lèvres presque bleues de froid. Max grelottait dans ses bras. « Caleb !» Il y avait dans sa voix une note de surprise évidente. « Je t'ai cherché partout, » dit-il, ignorant l'homme à la porte pour se concentrer sur la fillette. « Tu es gelé. »« Je ne peux pas laisser Max, » expliqua-t-elle comme pour se justifier. « Ils veulent que je le confie à la fourrière, mais là-bas ils tuent les chiens si personne ne les adopte. » Caleb regarda l'homme à l'entrée, qui haussa les épaules avec impuissance. « Ce sont les règles du refuge, on n'y peut rien. »« Viens avec moi, » dit Caleb à Ellie. « J'ai un endroit où vous pouvez tous les deux rester. » Elle hésita, regardant l'homme à la porte, puis Caleb. « Il peut vraiment venir avec moi ? » ?»« Bien sûr. Jamais je ne te demanderai de le laisser. » Il y eut comme un soulagement sur son visage, une décision difficile enfin prise. « D'accord. » Caleb appela un taxi. Pendant qu'ils attendaient sous le porche de l'église, il retira son manteau et le posa sur les épaules d'Ellie, bien qu'il fût déjà trempé. « Ça va aller, » lui dit-il en voyant l'angoisse dans son regard. « C'est juste pour cette nuit, le temps que l'orage passe. » Ellie hocha la tête sans rien dire. Max avait cessé de trembler autant, réchauffé par son étreinte. Dans le taxi, le chauffeur fit la grimace en voyant le chien, mais un regard de Caleb et la promesse d'un bon pourboire l'empêchèrent de protester. Ellie se tassa le plus possible, comme si elle craignait qu'on la jette dehors au moindre faux pas. « Où on va ?» demanda-t-elle finalement, rompant le silence. « Chez moi » répondit Caleb. « C'est à environ 20 minutes d'ici. » Elle hocha la tête encore, les yeux rivés sur la ville qui défilait derrière la vitre zébrée de pluie. Les gouttes s'entrechoquaient sur le verre, traçant des motifs hypnotiques. Le portier de l'immeuble de Caleb ne dissimula pas vraiment sa surprise lorsque son résident traversa le hall impeccable avec une gamine en haillons et un chien trempé. Mais des années de formation à la discrétion l'empêchèrent de faire le moindre commentaire, hormis « Bonjour, Monsieur Williams », protocolaire. Dans l'ascenseur, Ellie semblait plus petite que jamais. Ses yeux parcouraient les parois en miroir, le tapis propre, les boutons dorés. Max, lui, restait totalement silencieux, comme s'il comprenait qu'il ne fallait pas faire de vagues. « Tu habites ici ?» demanda-t-elle à mi-voix. « Oui, au dernier étage, tout seul. »« Ah !» Elle parut réfléchir. « Ça a l'air triste. » La remarque, venant d'une enfant qui n'avait même pas de toit, surprit Caleb. Avant qu'il puisse répondre, l'ascenseur s'arrêta au dernier étage, et les portes s'ouvrirent directement sur l'entrée de son appartement. L'espace était vaste et épuré, avec d'immenses baies vitrées qui auraient dû offrir une vue panoramique, obscurcie ce jour-là par la tempête. Du mobilier design, des œuvres d'art contemporain au mur, une cuisine qui semblait à peine utilisée, le tout dans des tons de blanc, de gris et de noir. Ellie s'arrêta au milieu du salon, manifestement mal à l'aise, comme si elle avait peur que ses pieds nus et sales salissent le sol immaculé. Max, collé à ses jambes, restait tout aussi silencieux et sur le qui-vive. « Je vais chercher des serviettes », dit Caleb, prenant soudain conscience à quel point cet endroit pouvait lui sembler irréel. « Mets-toi à l'aise. » Lorsqu'il revint avec les serviettes, Ellie n'avait pas bougé d'un millimètre. Il lui en tendit une et s'agenouilla pour sécher Max avec une autre. « Il est vraiment sage », fit-il en frictionnant doucement le chien, qui se laissait faire sans protester. « Il sait quand il doit l'être », répondit Ellie d'une voix hésitante, tout en s'essuyant les cheveux. « Je ne veux pas te déranger. »« Tu ne me déranges pas », sourit Caleb. « Honnêtement, je crois que cet endroit avait besoin d'un peu plus de vie. » Une fois l'essentiel de l'eau épongée, Caleb montra à Ellie la chambre d'amis. Spacieuse,
tout aussi minimaliste, avec un lit queen size à la couette grise et aux oreillers blancs. Un des murs était entièrement vitré, offrant une autre vue sur la ville alors que l'orage persistait. « Tu peux rester ici, dit-il. La salle de bain est juste là, ajouta-t-il en désignant une porte adjacente, avec des serviettes propres, du shampoing, tout ce dont tu as besoin. » Ellie jeta un coup d'œil au grand lit, puis au sol, puis à Max. « Il peut monter sur le lit ?» demanda-t-elle prudemment. « Bien sûr. Il est à toi. » Caleb hésita. « Je te laisserai des vêtements. Ils ne sont pas à ta taille, mais ça ira pour dormir. » « Merci, » répondit-elle, semblant toujours déplacée dans cet environnement. « Je vais nous préparer quelque chose à manger. Prends une douche chaude, ça te fera du bien. Max peut aussi prendre un bain si tu veux. » Un léger sourire apparut sur son visage. Il déteste les bains. Mais il en a besoin. Caleb sourit en retour. « Je serai dans la cuisine quand tu auras fini. » Dans la cuisine, Caleb se rendit compte qu'il n'avait pas grand-chose à offrir. Il ne cuisinait pas vraiment, commandait d'ordinaire des plats à emporter ou mangeait dehors, mais il trouva des œufs, du fromage, du pain et des fruits, de quoi improviser un repas convenable. Pendant qu'il préparait une simple omelette, il entendit la douche se mettre en marche. Il sourit en imaginant la réaction d'Ellie à cette eau chaude et abondante, probablement une rareté dans la vie qu'elle menait récemment. Un peu plus tard, il perçut ce qui semblait être un petit raffut venant de la salle de bain, Ellie essayant sans doute de contraindre Max à prendre un bain. Lorsqu'il eut fini de cuisiner, il attendit patiemment dans la cuisine, ne voulant pas la presser. Environ 40 minutes plus tard, Ellie apparut sur le pas de la porte. Elle portait un t-shirt de Caleb qui ressemblait plutôt à une robe sur elle, avec les manches retroussées plusieurs fois. Ses cheveux sombres, désormais propres, retombaient en boucles humides autour de son visage. Elle réussissait l'exploit d'avoir l'air à la fois plus vieille et plus jeune. Plus vieille à cause de la fatigue constante dans ses yeux, plus jeune sans la saleté et l'épuisement. Max la suivait, le pelage encore humide mais nettement plus propre. Sans toute cette crasse, il ressemblait à un autre chien. « Assieds-toi » dit Caleb en montrant les tabourets au comptoir de la cuisine. « J'ai fait des œufs et on a du pain, des fruits et de la nourriture pour chien pour Max. » Ellie observa avec méfiance le petit bol de croquettes. « D'où ça sort ? » J'ai demandé au portier d'aller en acheter pendant que vous étiez sous la douche. Elle parut impressionnée. « Tu as pensé à tout ? » J'ai essayé. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Ellie dévora l'omelette comme si c'était le meilleur repas du monde, même si Caleb savait qu'elle était très basique. Max se jeta sur ses croquettes avec tout autant d'enthousiasme. « Tu te sens mieux ?» demanda Caleb quand elle eut fini. Ellie hocha la tête. « Merci. C'était vraiment bon. Rien de fancy, mais c'était chaud et c'était bon. » Une fois de plus, sa simple gratitude pour des choses que Caleb jugeait élémentaires le poussa à remettre ses valeurs en question. Dehors, l'orage faisait toujours rage, avec parfois des coups de tonnerre qui illuminaient l'appartement. Ellie se crispait à chaque éclair, et Max se rapprochait d'elle à chaque grondement. « Tu as peur des orages ?» demanda Caleb. « Un peu » admit elle. « Dans la rue, on est vraiment exposé quand il y a du tonnerre. »« Ici, tu ne risques rien » la rassura-t-il. « Cet immeuble a des paratonnerres. C'est totalement sûr. » Elle regarda par la fenêtre, observant les éclairs fendre le ciel sombre. « C'est joli, quand ça ne nous trempe pas. » Après le dîner, Caleb lui montra comment fonctionnait la télé, le système audio, les commandes d'éclairage. Ellie découvrit tout cela avec un mélange de fascination et de méfiance, comme si elle soupçonnait une contrepartie cachée à tous ces luxes. « Regarde ce que tu veux. Je serai dans mon bureau, » dit Caleb en indiquant une porte au fond du couloir. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Ellie acquiesça en s'asseyant prudemment au bord du canapé, comme si elle craignait d'y disparaître. Max s'installa à ses pieds, apparemment épuisé par la journée. Des heures plus tard, quand Caleb quitta son bureau, il trouva Ellie endormie par terre, à côté du lit de la chambre d'amis, enveloppée dans une des couvertures, Max blotti contre elle. Le lit était intact, parfaitement fait. Il y avait quelque chose de touchant dans cette scène, cet enfant préférant le sol à un lit inconnu, le chien toujours à ses côtés. Caleb attrapa une autre couverture et la déposa sur elle avec précaution pour ne pas la réveiller. Max ouvrit un œil, reconnut qui c'était, puis se rendormit. Cette nuit-là, Caleb dormit mal. La présence d'Ellie chez lui changeait tout, rendant plus vives les questions sur sa propre vie. Comment pouvait-il avoir autant et se sentir aussi vide, alors qu'elle, qui n'avait rien à part un chien maigrelet, montrait une force intérieure qu'il n'avait jamais vue auparavant?
Le lendemain matin, la tempête était passée. Le soleil entrait à flot par les fenêtres, traçant de larges taches de lumière sur le sol. Caleb trouva Ellie déjà éveillée, assise par terre dans sa chambre, en train de caresser Max. Elle leva les yeux quand il entra. « Bonjour », fit-elle, avec une timidité qu'elle n'avait pas montrée jusque-là. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête. « Je n'ai pas fait de cauchemar. Ça faisait longtemps. » Le petit déjeuner fut plus joyeux que le dîner de la veille. Ellie semblait moins tendue, même si elle restait sur ses gardes. Elle dévora les pancakes que Caleb avait commandés et sourit même quand il mit de côté une petite portion sur une autre assiette pour Max. La pluie s'est arrêtée, observa-t-elle en regardant par la fenêtre. Oui, confirma Caleb, comprenant l'implication. Elle pourrait reprendre la rue. Merci de nous avoir laissé rester, dit-elle. Tu pourrais rester plus longtemps, lâcha-t-il sans réfléchir. Pas seulement aujourd'hui, mais un moment. Ellie le scruta, méfiante. Pourquoi ? C'était légitime. Pourquoi un homme qui la connaissait à peine lui proposerait-il de rester ? Parce que je m'inquiète pour vous deux. Parce que personne ne devrait dormir dans la rue, surtout pas une enfant. Et parce que, il hésita, je crois qu'on a peut-être besoin l'un de l'autre. Ellie fronça les sourcils, le dévisageant de ses yeux bien trop âgés pour son visage. Toi, tu n'as pas besoin de moi. Peut-être que j'ai besoin de toi plus que tu ne le penses. Elle baissa les yeux vers Max, comme si elle lui demandait conseil. Au bout d'un moment, elle se tourna vers Caleb. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que Matou passe. C'était déjà plus que ce qu'il osait espérer. D'accord. Je vais mieux aménager la chambre d'amis pour toi. On peut acheter des vêtements à ta taille et des trucs pour Max. D'accord. Un lit, des jouets, tout ce qu'il lui faut. Un léger sourire illumina alors son visage d'une façon que Caleb ne lui connaissait pas encore. Au fil des jours, l'appartement autrefois si aseptisé prit progressivement vie. La chambre d'amis devint une vraie chambre pour Ellie, avec de la couleur, quelques livres, de nouveaux vêtements dans le placard. Max eut son propre panier, même s'il dormait encore contre Ellie, désormais dans un vrai lit et non plus par terre. Ils trouvèrent un équilibre tranquille. Caleb continuait d'aller au bureau, mais rentrait plus tôt. Ellie regardait la télévision, lisait les livres illustrés qu'il lui rapportait et prenait peu à peu possession des lieux. Le soir, ils dînaient ensemble, désormais des repas faits maison, que Caleb apprenait à préparer grâce à des tutoriels en ligne. La toux d'Ellie s'atténua vite grâce aux médicaments appropriés, aux repas réguliers et à la chaleur d'un vrai lit. La tension permanente de son visage commençait à se relâcher. Max reprit du poids, son pelage devint plus brillant, et il commença à se comporter comme un chien normal, jouer, aboyer de temps en temps, courir après une balle dans le salon. Caleb observait cette transformation avec une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Ce n'était pas tout à fait un sentiment de paternité, il avait l'impression que c'était trop tôt pour ça. C'était plutôt de l'admiration, la résilience d'Ellie, sa capacité à s'adapter sans perdre cette vigilance, acquise après avoir vécu dans la rue, montrait une force de caractère remarquable. Parfois, il se surprenait à la regarder jouer avec Max ou à fixer un documentaire animalier avec une concentration totale. Il n'essayait jamais de forcer une proximité ou de s'imposer, respectant l'espace et le rythme de la fillette, et en retour, il la voyait peu à peu baisser sa garde. Un soir, alors que Caleb lisait sur le canapé, Ellie vint s'asseoir à côté de lui. Max, fidèle à lui-même, la suivit et se coucha à ses pieds. « Tu lis quoi ?» demanda-t-elle. « Un livre sur l'architecture. » Elle jeta un œil aux images avec curiosité. « Un jour, je voudrais avoir un endroit à moi, dit-elle soudain. Pas besoin que ce soit grand. Juste à moi. » C'était la première fois qu'il l'entendait parler d'avenir, exprimer autre chose qu'une simple volonté de survie. « Tu l'auras, » assura Caleb, surpris de la certitude qu'il ressentait. Ellie posa sa tête contre l'accoudoir du canapé, près de lui mais sans le toucher. C'était le plus près qu'elle se soit assise de lui volontairement. « C'est bien, ici, » murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Il fait pas froid. » Caleb reprit sa lecture, ou fit semblant, tandis qu'elle sombrait dans le sommeil. Et dans ce silence, rythmé par la respiration douce d'Ellie et les soupirs occasionnels de Max, il réalisa que, pour la première fois, son appartement semblait chaleureux. Le vendredi soir s'était instaurée une petite routine, pizza livrée, glace au chocolat et un film choisi par Ellie, en général quelque chose sur les animaux. Après 3 semaines de vie commune, elle avait déjà ses goûts bien définis. Elle détestait les olives sur la pizza,
adorait les documentaires animaliers et offrait toujours à Max la dernière bouchée de dessert, que le chien acceptait avec gratitude. Caleb était étonné de voir à quel point il s'était rapidement créé des habitudes communes. Ces matins, autrefois silencieux et mécaniques, étaient maintenant rythmés par le bruit de petits pas dans l'appartement, les aboiements occasionnels de Max et les questions inattendues d'Ellie sur le fonctionnement du monde. Son appartement, auparavant froid comme une vitrine, portait désormais des marques de vie, un dessin accroché sur la porte du réfrigérateur, une laisse de chien près de l'entrée, des chaussures d'enfant qu'Ellie ne mettait que pour l'intérieur, alignées sagement dans le vestibule. Ce soir-là, ils étaient assis sur le canapé, une boîte de pizza presque vide entre eux, en train de regarder un documentaire sur les baleines. Ellie, fascinée, ne quittait pas l'écran des yeux tandis que ces gigantesques créatures traversaient l'eau avec une grâce surprenante pour leur taille. « Elles chantent pour se retrouver », commenta Ellie lors d'une scène particulièrement belle. « Comme si elles se manquaient. » Caleb la regarda, impressionné par sa remarque. « C'est vrai. Elles communiquent comme ça. » « Ma mère me chantait des chansons », lâcha soudain Ellie, le regard toujours fixé sur l'écran. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa mère de son plein gré. Caleb sentit son cœur s'emballer. Il s'efforça de garder un ton neutre, pour ne pas la braquer. « Vraiment ? Elle chantait quoi ?» Ellie haussa les épaules tout en caressant Max, qui somnolait contre elle. « Je ne connais pas le nom. Ça parlait d'oiseaux. » Un léger sourire éclaira ses lèvres. « Elle m'appelait son petit oiseau. » Caleb sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Petit oiseau ?» Ellie acquiesça, tout en mordant dans un morceau de pizza froide. « Je m'appelle Elisa en vrai, mais elle disait toujours « mon petit oiseau ». Caleb s'efforça de garder son calme. « Et ta mère, tu te souviens de son nom ?»« Victoria », répondit Ellie, en détournant finalement les yeux de la télé. « Victoria Mandé. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Caleb. Victoria Mandé, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis près de 15 ans, prononcé par cet enfant qu'il avait trouvé dans la rue. Victoria, la fille brune, pétillante, qu'il avait connue au lycée, son premier vrai amour, la fille du concierge qui étudiait grâce à une bourse, brillante, qui rêvait de faire médecine, et qui avait disparu l'été de leurs 18 ans, ne laissant qu'un mot disant qu'elle devait trouver sa propre voie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Ellie, voyant son visage changer. Caleb força un sourire, tentant de dissimuler la tempête en lui. « Rien. C'est juste un joli nom. » « Elle était jolie, » dit Ellie, regardant de nouveau la télé. « Elle pleurait beaucoup la nuit quand elle pensait que je dormais. Mais le jour, elle souriait toujours. » Caleb déglutit péniblement. La coïncidence était trop énorme pour n'être qu'un hasard. Victoria Mendes, les dates concordant, une fille appelée Elisa. Elle t'a déjà montré des photos d'elle plus jeune, à l'école par exemple ? Ellie secoua la tête. On n'avait pas de photos, juste une petite qu'elle gardait dans une boîte. Mais je l'ai perdue quand on a dû partir en vitesse. Et ton père ? demanda Caleb, avec l'impression d'être un intrus dans la vie d'Ellie, mais incapable de se retenir. Ellie haussa les épaules, ce geste que Caleb identifiait déjà comme sa manière de se protéger de questions douloureuses. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Maman disait qu'il était beau et intelligent, mais qu'il ne pouvait pas rester avec nous. Elle marqua une pause. Parfois, quand elle était très triste, elle disait que j'avais ses yeux. Caleb eut l'impression qu'on lui donnait un coup de poing dans l'estomac. Les yeux. Ces mêmes yeux qui lui avaient paru vaguement familiers dès le début. Sans réfléchir, il porta la main à son visage, juste sous ses propres yeux. « Ellie, regarde, un bébé baleine !» s'exclama-t-elle en pointant l'écran, tout à sa fascination pour le documentaire, comme si cette fenêtre de confidence s'était refermée aussi vite qu'elle s'était ouverte. Caleb recula. Ce n'était pas le moment. Il lui fallait d'abord assimiler ce que cela signifiait. Il avait besoin de certitude avant de lui dire quoi que ce soit. Mais déjà, son esprit faisait le calcul. Ellie avait environ 9 ans, Victoria avait disparu il y a presque 15 ans, et si elle était partie enceinte ? Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Ellie, ignorante du tumulte intérieur de Caleb, resta absorbée par le documentaire, faisant parfois un commentaire sur les baleines ou caressant Max quand il s'étirait sur le canapé. Caleb répondait machinalement, l'esprit à des kilomètres ou plutôt à 15 ans de distance. Lorsqu'il mit enfin Ellie au lit, une routine qui consistait à vérifier si Max avait de l'eau, à allumer une petite veilleuse dans un coin et à laisser la porte entr'ouverte, il se réfugia dans son bureau et ferma la porte. Assis à son bureau, il ouvrit son ordinateur portable et se lança dans des recherches frénétiques.
Il chercha d'abord Victoria Mendes sur les réseaux sociaux, rien. Puis dans les registres municipaux, quelques occurrences du nom, mais aucune ne correspondait à l'âge ou aux détails. Il écuma ensuite les fichiers de police, les dossiers hospitaliers, tout ce qui pouvait apporter un indice. Vers 3 heures du matin, épuisé et sans résultat, il referma l'ordinateur. Il lui faudrait une aide professionnelle, quelqu'un pouvant consulter des dossiers non publics. Le lendemain, un samedi, Caleb se réveilla au son de rire. Ellie jouait avec Max dans le salon, lui lançant une petite balle en caoutchouc qu'il s'empressait de rapporter. Normalement, cette scène aurait réchauffé le cœur de Caleb, mais à présent, elle était lourde de questions. Les yeux d'Ellie, la mention du nom de sa mère, cette concordance parfaite des dates, Petit Oiseau, le même surnom qu'il donnait à Victoria, inspiré par son esprit libre. Bonjour, lança Ellie quand elle le vit apparaître. Max a appris à me ramener la balle. C'est super, répondit Caleb en feignant un sourire. Ça te dit des gaufres pour le petit déjeuner? Pendant qu'il cuisinait, il l'observa à la dérobée. Maintenant que le soupçon avait germé, il ne pouvait s'empêcher de chercher des ressemblances. L'ovale de son visage, certaines mimiques, la petite ride du front quand elle se concentrait. « Je dois sortir un moment aujourd'hui », dit-il alors qu'il déjeunait. « Des affaires de travail. » Un samedi, s'étonna Ellie, la bouche pleine de gaufres. « Malheureusement oui. Je ne serai pas long. Madame Martinez restera avec toi. » Madame Martinez, la femme de ménage qui venait 3 jours par semaine, était une portoricaine d'environ 60 ans, grand-mère de 5 petits-enfants, qui avait aussitôt pris Ellie sous son aile. Ellie l'adorait, surtout parce que la vieille dame avait toujours une friandise cachée dans son sac. Après le petit déjeuner, Caleb prit une douche et s'habilla plus simplement que d'habitude, jean, t-shirt, basket. Il ne voulait pas avoir l'air d'un cadre sup là où il se rendait. « Je reviens vite », dit-il à Ellie, qui aidait Madame Martinez à plier des draps. « Sois sage. »« Je suis toujours sage », répondit-elle avec un petit sourire qui creusait des fossettes dans ses joues. Des fossettes comme Victoria. Caleb quitta l'immeuble et héla un taxi pour se rendre dans le quartier où il avait trouvé Ellie la première fois. C'était un samedi ensoleillé et les rues étaient plus animées qu'en semaine. Des familles en promenade, des vendeurs ambulants, des musiciens. Un autre monde par rapport à la nuit, quand ces mêmes rues se transformaient en dortoir de fortune. Il alla d'abord sous le pont où il avait croisé Ellie, presque méconnaissable de jour. Il y trouva 2 hommes assis près d'un pilier, partageant le contenu d'un sac en papier. « Excusez-moi », dit-il en s'approchant avec prudence. « Je cherche quelqu'un qui s'appelle Mara. Je pense qu'elle connaissait mon amie, Victoria. » Les hommes le regardèrent, méfiants. « On connaît pas de Victoria », grogna l'un. « Mais Mara, peut-être », ajouta l'autre. Cheveux gris, peau foncée, la cinquantaine. Caleb hocha la tête, même s'il n'était pas certain que cela décrive la bonne personne. L'homme indiqua une direction vers l'est. Elle traîne souvent près de l'église méthodiste. Elle a un caddie plein de trucs. Tu peux pas la rater. Caleb les remercia et s'y rendit. L'église était un vieux bâtiment en briques rouges, avec une petite cour latérale où quelques personnes se reposaient sur des bancs usés. Dans un coin, près d'un arbre, se trouvait un chariot de supermarché débordant de sacs en plastique, de vêtements et d'objets divers. Assise sur un banc à côté, une femme correspondant à la description, cheveux gris bouclés noués dans un foulard coloré, peau foncée marquée par le temps. Elle fredonnait doucement tout en s'affairant à quelque chose dans son giron, on aurait dit de la couture. « Excusez-moi », dit Caleb en s'approchant. « Vous êtes Mara ?» Elle leva les yeux. Malgré la dureté de la vie qu'on devinait, son regard dégageait une dignité, une lucidité qui surprit Caleb. « Ça dépend, qui le demande », répliqua-t-elle, avec un léger accent qu'il ne put identifier. « Je m'appelle Caleb. Je cherche des informations sur quelqu'un qui s'appelait Victoria Mandé. » La femme plissa les yeux pour l'observer. « Pourquoi ?» Caleb hésita. Il n'avait pas préparé d'explication plus convaincante. « C'était mon ami, il y a longtemps. Maintenant, je m'occupe de sa fille, Ellie, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. » « Ellie ?» Le visage de Mara se radoucit. « La petite Elisa. Elle va bien ?» Le cœur de Caleb s'emballa. Elle connaissait vraiment Ellie. « Oui, elle est en sécurité chez moi. Je l'ai trouvée dans la rue, il y a quelques semaines. » Mara tapota le banc à côté d'elle. « Assieds-toi. Cette histoire, il faut la raconter assis. » Caleb s'exécuta, en gardant tout de même une certaine distance. « Vous connaissiez Victoria ?»
Mara hocha la tête, le regard se perdant dans ses souvenirs. Oui. Jolie fille, bien trop polie pour la vie de la rue. Ça se voyait qu'elle n'était pas née pour ça. Elle poussa un soupir. Je l'ai rencontrée quand Alisa avait environ 4 ans. Victoria était malade, elle toussait tout le temps. J'avais une cabane à l'époque, je les ai laissés y loger quelque temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Demanda Caleb d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Mara secoua la tête lentement. La rue, mon fils, ça use même les plus forts. Et Victoria n'était pas forte. Elle était frêle physiquement, et son esprit a aussi souffert. Certains jours, elle restait à fixer le vide sans parler à personne, même pas à la petite. Elle vous a parlé de son passé ? D'où elle venait ? Insista Caleb. Parfois, quand elle buvait un peu. Elle disait avoir fréquenté une bonne école, avoir aimé un garçon. Mara haussa les épaules. Beaucoup racontent leur passé en buvant. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Insista Caleb, le cœur battant si fort qu'il craignait que Mara l'entende. Le regard de Mara s'obscurcit. Un jour, elle est partie chercher du travail. Elle m'a laissé Alisa, disant qu'elle avait un entretien. Peut-être qu'elles auraient un meilleur logement. Elle s'interrompit, la voix soudain lointaine. Elle n'est jamais revenue. Elle a abandonné Ellie ? Les yeux de Mara se durcirent. Victoria aimait cette gamine plus que tout. Si elle n'est pas revenue, c'est qu'elle ne le pouvait pas. Sa voix se fit plus douce. Quelques mois plus tard, j'ai entendu parler d'une femme retrouvée morte près de la rivière. La description correspondait, mais je n'ai jamais été sûr. Caleb sentit un froid l'envahir. Et Ellie, qu'est-elle devenue ? Je me suis occupé d'elle presque 1 an. Puis je suis tombé gravement malade et j'ai fini à l'hôpital. À ma sortie, je ne l'ai pas retrouvée. Mara essuya une larme solitaire. J'ai cherché partout. On m'a dit qu'elle était avec une certaine Donna, mais je n'ai jamais trouvé cette Donna. Elle existait, confirma Caleb. Ellie m'a parlé d'elle. Elle est décédée l'hiver dernier. Mara fit un petit signe de croix. Que Dieu la garde. S'occuper d'une enfant dans la rue, c'est pas simple. Ils restèrent silencieux un instant. Les cloches de l'église se mirent à sonner midi. Des enfants couraient dans la cour, inconscients de la conversation sur des vies perdues et retrouvées à quelques mètres de là. « Alors, qui es-tu vraiment » demanda Mara brusquement. « Pourquoi tu cherches des réponses maintenant » Caleb hésita, mais quelque chose chez Mara imposait l'honnêteté. « J'ai connu Victoria quand on était adolescent. Je crois que je suis peut-être le père d'Ellie. » Mara l'observa longuement, son regard sage examinant les traits de son visage. « Ses yeux, dit-elle enfin. La petite a les mêmes. » Caleb eut la gorge nouée. « Victoria n'a jamais mentionné mon nom ?»« Non, pas à moi. Elle disait seulement que le père de la fillette était quelqu'un qu'elle avait beaucoup aimé, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Il venait d'un autre monde. »« D'un autre monde », répéta Caleb, pensant à l'écart social qui les séparait au lycée. Victoria, fille du concierge, lui, héritier d'une fortune familiale. Pourquoi elle n'est jamais venue me chercher ? La question lui échappa sans qu'il la contrôle. Mara eut un sourire triste. La fierté, la peur, la honte, qui sait ? Les gens de la rue laissent derrière eux des parts d'eux-mêmes, comme on abandonne de vieux vêtements trop petits. Peut-être qu'elle avait laissé la part d'elle qui pensait mériter de l'aide. Caleb sentit un étau dans sa poitrine. Victoria, si brillante et fière, réduite à la survie minimale, avec un enfant. Son enfant, peut-être. Croyez-vous qu'elle soit encore en vie ? Demanda-t-il, avec un espoir vain. Le regard de Mara s'emplissait déjà d'une tristesse profonde. Fils, dans cette vie, tout est possible, mais j'ai aussi appris à ne pas nourrir d'espoir qui ne font qu'apporter plus de douleur. Elle posa ses mains calleuses sur celles de Caleb. Si tu t'occupes d'Alisa, continue. Sois pour elle ce que Victoria n'a pas pu être. Caleb hocha la tête, sans trouver les mots. Je peux t'aider d'une quelconque façon, finit-il par demander. Mara sourit. Tu m'aides déjà, en t'occupant de cet enfant. Mais si tu peux me l'amener un jour, j'aimerais la revoir. Bien sûr, promit Caleb. Et si tu as besoin de quoi que ce soit ? Je sais où trouver l'église, conclut Mara, avec un sourire d'entente. Maintenant va. Elle a besoin de toi, cette gamine. Caleb se releva, se sentant à la fois plus léger et plus lourd. Il sortit son portefeuille et tendit à Mara quelques gros billets, qu'elle accepta d'un geste empreint de dignité. Sur le chemin du retour,
La ville défilait derrière la vitre du taxi. Il la regardait avec un regard neuf. Quelque part dans ces rues, Victoria avait souffert, lutté, peut-être disparu. Quelque part, Ellie avait survécu jour après jour, jusqu'à ce qu'ils se croisent. Lorsque le taxi s'arrêta devant son immeuble, Caleb resta assis un instant, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées, de se préparer à affronter Ellie avec ce qu'il avait appris. Comment le lui dire? Quand? Devait-il faire un test ADN pour être sûr? Et si elle le repoussait? Le portier ouvrit la portière, le tirant de ses réflexions. Tout va bien, monsieur Williams? Caleb hocha la tête machinalement et sortit du véhicule. Dans le hall vitré et luxueux, il se vit reflété dans les miroirs. Pour la première fois, il examina ses propres yeux, cherchant ce qu'il avait reconnu dans ceux d'Ellie, et il le trouva. Il monta en ascenseur, dans un silence feutré, jusqu'à son appartement. Là, une fillette qui était peut-être sa fille l'attendait, sans savoir que le nom longtemps oublié de sa mère venait de tout bouleverser. La salle d'attente du cabinet d'avocat imposait l'autorité et la discrétion, lambris sombre, fauteuil en cuir, et un silence à peine troublé par le cliquetis discret du clavier de la réceptionniste. Caleb consulta sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Richard Dawson, son avocat personnel depuis plus de 10 ans, n'était jamais en retard. Que Caleb patiente déjà depuis 15 minutes voulait forcément dire quelque chose d'important. Enfin, la porte intérieure s'ouvrit et Richard apparut, un dossier en main et l'expression grave que Caleb lui connaissait bien, celle de quelqu'un qui a découvert quelque chose de majeur, mais pas forcément de réjouissant. « Désolé pour l'attente, Caleb, dit-il en lui serrant la main. Je devais confirmer certains points par téléphone. » Caleb lui rendit sa poignée de main et le suivit dans son bureau privé, encore plus austère que la salle d'attente. Aucune photo personnelle ni objet décoratif, seulement des diplômes encadrés et des rayonnages de code juridique. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Caleb dès que la porte se fut refermée. Richard l'invita à s'asseoir et prit place derrière son bureau méticuleusement ordonné. « Oui. » Ouvrant le dossier qu'il tenait, il poursuivit, « Ça confirme tes soupçons. » Le cœur de Caleb s'emballa. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait parlé à Mara et découvert la vérité sur Victoria. 2 semaines de nuit blanche, à observer Ellie du coin de l'œil, à traquer tout indice qu'elle était véritablement sa fille. « Tiens, » dit Richard en faisant glisser un document sur le bureau. « C'est le rapport de police. Une femme a été renversée par un bus il y a 5 ans. Sans papier, elle a d'abord été enregistrée comme Jane Doe numéro 27 de cette année-là. » Caleb saisit le document d'une main tremblante. La première page contenait les informations de base, date, lieu, circonstances de l'accident. La deuxième page présentait une petite photo en noir et blanc, de mauvaise qualité, mais que Caleb reconnut immédiatement, Victoria. Malgré les ravages du temps et de la vie dans la rue, il retrouvait la forme de ses yeux, la courbe de sa mâchoire. Elle était plus maigre, avec des cernes, mais c'était bien elle. « Tu en es absolument sûr ?» demanda-t-il, la voix presque éteinte. Richard hocha la tête, grave. « On a relevé ses empreintes à l'époque. On les a comparées à celles figurant dans d'anciens dossiers de ton lycée. La concordance est totale. » Caleb ferma les yeux un instant, le temps de digérer le choc. Victoria était morte, seule, sans identité, enterrée comme une inconnue, alors que lui, pendant tout ce temps, vivait dans son Penthouse, accumulant plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. « C'est comment c'est arrivé ?» parvint-il enfin à articuler. Richard consulta ses notes. Des témoins ont dit qu'elle courait pour attraper un bus qui démarrait. Un autre bus arrivait en sens inverse. Le chauffeur n'a pas eu le temps de freiner. Elle a souffert? C'était instantané, d'après le rapport médical. Un bien maigre réconfort, mais un réconfort tout de même. Et après, qu'est-il advenu d'elle? La procédure habituelle pour une personne indigente non identifiée. Le corps est resté à la morgue le temps légal, puis elle a été enterrée au cimetière municipal, section 14, tombe 103. Richard s'arrêta. On peut demander une exhumation pour faire un test ADN afin de prouver ta paternité vis-à-vis de la petite, si tu le souhaites. Caleb secoua la tête. Non, pas besoin. C'est ma fille. Pour la première fois, il prononçait ces mots à haute voix. Les dates concordent parfaitement. Victoria a disparu peu après la fin du lycée, Ellie a 9 ans. La chronologie colle. Un silence pesant s'installa. Richard, d'ordinaire réservé et professionnel, semblait réellement ému. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» finit-il par demander. Caleb releva les yeux du document. «
J'ai déjà entamé une procédure d'adoption. Je veux que ce soit officiel, légal, sans faille. Que plus jamais personne ne nous sépare. Et tu comptes lui dire la vérité? La question qui hantait Caleb depuis 2 semaines. Comment expliquer à une enfant qui a tout perdu qu'il est en réalité son père biologique, qu'il aurait pu changer le cours de son existence s'il avait cherché Victoria plus tôt, qu'il aurait pu lui éviter des années d'errance et d'abandon? Je vais lui dire aujourd'hui. Richard hocha la tête, reconnaissant la justesse de la décision. Je prépare des documents? Ou? Non, le coupa Caleb. C'est juste, quelque chose que je dois faire seul. Un père qui parle à sa fille. En quittant le cabinet, Caleb emportait un dossier contenant la preuve du décès de Victoria et une copie de ses anciens bulletins scolaires, avec sa photo à 17 ans, la dernière image officielle avant sa disparition. 2 femmes qui ne s'étaient jamais reconnectées, l'adolescente lumineuse de 17 ans et l'inconnu s'en ont renversé par un bus dans une rue passante. En chemin, il demanda au chauffeur de s'arrêter chez le fleuriste. Il acheta un petit pot de violettes, les fleurs préférées de Victoria, qu'elle qualifiait de « petites mais courageuses ». De retour à l'appartement, il trouva Ellie assise par terre dans le salon en train de dessiner, Max étalé à côté d'elle comme un garde du corps loyal. Elle leva les yeux dès qu'il franchit la porte. « Salut », lança-t-elle avec un sourire qui évoqua immédiatement Victoria à Caleb. « Tu as acheté des fleurs ?» « Oui. » Caleb posa le pot sur la table basse. « Des violettes. Elles comptent beaucoup pour moi. » Ellie examina les petites fleurs violettes avec curiosité. « Elles sont jolies. On dirait qu'elles sont fausses tant elles sont parfaites. » « Ellie, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Caleb s'assit sur le canapé, près d'elle. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit au sujet de ta mère, Victoria ?» Elle hocha la tête, soudain très sérieuse. « J'ai fait des recherches sur elle, pour savoir ce qui s'était passé. » Les yeux d'Ellie s'agrandirent. « Pourquoi ?» Caleb prit une grande inspiration. « Parce que, quand tu m'as donné son nom, j'ai compris quelque chose d'incroyable. Je l'ai connue, ta mère, Ellie. J'ai connu Victoria quand nous étions adolescents. » Elle se figea, son crayon de couleur suspendu en l'air, le dessin inachevé devant elle. « Forgotten. Comment ça ? Nous allions à la même école. Elle bénéficiait d'une bourse. La fille du gardien. Moi, j'étais bien, comme je le suis maintenant, privilégié et avec de l'argent. » Il s'interrompit, choisissant ses mots. « Nous nous sommes rapprochés lors de notre dernière année. Nous sommes tombés amoureux. » Ellie posa lentement le crayon, lui accordant toute son attention. « Vous étiez ensemble, en couple ? » Oui, pendant près d'1 an, mais nos vies étaient tellement différentes. Mes parents désapprouvaient. Les siens aussi. Puis, juste après la fin des études, elle a disparu, laissant seulement un mot disant qu'elle devait trouver sa propre voie. Ellie fronça les sourcils, assimilant l'information. « Et tu ne l'as jamais revue ?» Caleb secoua la tête. « Non. J'aurais dû la chercher davantage. J'aurais dû essayer plus fort. Mais j'étais jeune et stupide et j'ai supposé qu'elle ne voulait peut-être vraiment plus me voir. Alors, pourquoi tu me le dis maintenant ? » C'était le moment. Caleb sentit sa gorge se serrer. « Parce que je crois que je suis ton père, Ellie. » Le silence qui suivit sembla presque palpable. Ellie ne bougea pas, ne parla pas, elle ne fit que le fixer de ses immenses yeux. Ses yeux à lui, réalisa-t-il soudain. Les dates correspondent, continua Caleb, ressentant le besoin de combler le vide. Victoria a disparu et tu es né environ 9 mois plus tard. Et il y a des similitudes, tes yeux, certaines de tes expressions. Ellie resta silencieuse. Max, sentant la tension, se rapprocha et posa sa tête sur ses genoux. Instinctivement, elle commença à le caresser. Je ne suis pas absolument sûr sans un test ADN, poursuivit Caleb. Mais dans mon cœur, je le sais. Un nouveau silence. Puis enfin une question. Elle t'a parlé de moi quand elle est partie ? Cette question le prit au dépourvu. Il s'était préparé à la colère, à la confusion, voire aux larmes. Pas à cette interrogation directe, presque adulte. Non, elle n'a pas dit qu'elle était enceinte. Peut-être qu'elle ne le savait pas encore. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas que tu le saches, suggéra Ellie avec une perspicacité qui le surprenait parfois. Peut-être, admit-il, songeant à la façon dont cela aussi le tourmentait. Peut-être qu'elle pensait que je ne serais pas un bon père ou que ma famille causerait des problèmes. Ellie acquiesça lentement, comme si cela avait du sens. Alors maintenant ? Qu'est-ce que ça change ? La sécheresse de sa question le toucha.
Pour un enfant qui avait déjà tant perdu, chaque changement portait le risque d'un nouvel abandon possible. Pour moi, ça change tout, dit Caleb, la voix légèrement tremblante. Mais pour toi, uniquement autant que tu le souhaites. Si tu préfères continuer à m'appeler Caleb, c'est très bien. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, c'est bien aussi. Je ne veux pas te brusquer. Tu l'as retrouvé? La voix d'Ellie n'était qu'un murmure. Ma mère? Caleb sentit une douleur lui transpercer la poitrine. C'était la partie la plus difficile. J'ai trouvé des informations sur elle. Il ouvrit le dossier et en sortit le dossier scolaire avec la photo. C'était ta mère quand elle avait 17 ans. Il tendit la photo à Ellie, dont les mains tremblantes s'en saisirent. Victoria y souriait, jeune et pleine d'espoir, ses cheveux sombres tombant sur ses épaules, l'uniforme scolaire impeccable. Elle était tellement jolie, murmura Ellie, traçant du doigt le contour du visage de sa mère sur la photo. Elle l'était. Et elle était intelligente aussi. Elle voulait étudier la médecine, aider les gens. Ellie continua à regarder la photo un long moment. Puis elle releva les yeux vers Caleb. Alors, qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Caleb hésita. Il avait répété différentes façons de l'annoncer, mais rien ne semblait convenir. Ellie, ta mère est morte il y a environ 5 ans. C'était un accident. Elle traversait la rue. Sa voix se brisa de nouveau. Disons que ça a été très rapide. Elle n'a pas souffert. Le visage d'Ellie resta sans expression, mais une seule larme coula sur sa joue. Elle ne l'essuya pas, la laissant tomber sur la photo qu'elle tenait. Je le savais, dit-elle finalement. Pas ici, elle montra sa tête, mais là, elle toucha sa poitrine. Je savais qu'elle ne reviendrait pas. Caleb sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait envie de la serrer dans ses bras pour la consoler, mais il respecta son espace et son besoin de gérer cette deuxième vague de deuil. Je suis désolé, Ellie. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour vous deux. Si j'avais su... Ce n'était pas ta faute, l'interrompit-elle, avec une maturité qui dépassait ses 9 ans. Ma mère a choisi de ne pas te le dire, et après, sa vie est devenue trop difficile. Caleb ne put retenir ses propres larmes. Même ainsi, j'aurais dû chercher plus fort. J'aurais dû vous retrouver toutes les deux. Ellie contempla de nouveau la photo. Elle me souriait comme ça avant de devenir triste. Elle marqua une pause. À la fin, elle ne souriait presque plus. La sincérité crue de son observation traduisait tout le poids de la déchéance de Victoria, de l'adolescente pleine d'espoir sur la photo à la femme brisée, survivant dans la rue avec un petit enfant. Elle t'aimait beaucoup, Ellie. Mara m'a raconté à quel point elle a tout fait pour te protéger, pour te donner tout ce qu'elle pouvait. Qui est Mara? Une dame qui s'est occupée de vous un moment. Elle a essayé de veiller sur toi après que ta mère soit partie. Ellie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. La dame au chat? Non, ça, c'était Donna. Elle se concentra. Il y avait une dame plus âgée qui chantait, qui me donnait du thé chaud. Oui, c'était sûrement elle. Elle se souvient de toi. Elle a dit qu'on pouvait lui rendre visite quand on voudrait, si tu en as envie. Ellie hocha lentement la tête, puis reporta son attention sur Caleb. Si tu es mon père, ça veut dire que je reste ici pour toujours? Si tu le souhaites, oui. En fait, j'ai déjà commencé les démarches légales pour t'adopter, pour qu'on ne puisse plus t'emmener ailleurs. Et Max? Même dans un moment pareil, sa principale préoccupation restait son chien. Max reste aussi. Bien sûr, vous deux êtes inséparables. Un bref sourire effleura les lèvres d'Ellie. D'accord. D'accord? Oui, je pense. Elle hésita. Je pense que ma mère serait contente qu'on soit ensemble maintenant. C'était plus que Caleb n'osait espérer, une acceptation, pas un élan de joie exubérant, mais un simple « d'accord » qui avait pour lui bien plus de valeur que le mot en lui-même. Il tendit la main, un geste prudent. À sa surprise, Ellie se leva du sol et vint s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Elle ne le prit pas dans ses bras, mais laissa leurs bras se frôler. Comme à son habitude, Max sauta également sur le canapé, posant sa tête sur ses genoux. « On pourrait planter ces violettes dans un jardin un jour ?» demanda Ellie en regardant les fleurs. Ma mère aimait les fleurs. Elle s'arrêtait toujours pour les regarder quand on en voyait. Bien sûr. On peut même avoir un jardin entier si tu veux, répondit Caleb en souriant malgré ses larmes. Ils restèrent ainsi un long moment, Caleb, Ellie et Max côte à côte, contemplant le petit pot de violettes. Il n'y eut pas de retrouvailles explosives, ni de déclarations dramatiques d'amour filial. C'était plus subtil, plus vrai,
La reconnaissance d'un lien qui avait toujours existé, même s'ils l'ignoraient. À travers leur peine commune d'avoir perdu Victoria, chacun à sa manière, ils commencèrent à forger une nouvelle entente, une nouvelle famille, unie non seulement par le sang, mais aussi par la décision mutuelle de rester ensemble. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le bureau de Richard Dawson avait exactement le même aspect que la fois précédente, impeccable, austère, dégageant une légère odeur de livres anciens et de bois ciré. Pourtant, Caleb se sentait différent à présent. Richard remarqua aussitôt l'air résolu dans son regard. « Les papiers sont prêts ?» demanda Caleb sans détour dès qu'il s'assit. Richard ouvrit un dossier posé sur le bureau et hocha la tête. « Tout est là. Les documents d'adoption complets. Puisque ta paternité biologique est confirmée, même sans test ADN formel, ça accélère pas mal le processus. » Il ajusta ses lunettes. « Il y aura quand même des visites de l'assistante sociale, des audiences. Ça m'est égal, je ferai tout ce qu'il faut. » Richard dévisagea son client un instant. Il connaissait Caleb depuis des années, depuis que celui-ci avait repris l'entreprise après la mort de ses parents. Il l'avait vu passer du stade de jeune homme incertain à celui d'un homme d'affaires compétent, mais toujours avec un manque, un vide que la réussite professionnelle ne comblait pas. Jusqu'à maintenant. Cela va changer complètement ta vie. Tu en es conscient ? Observa Richard. C'est déjà fait, répondit simplement Caleb. Il signa les documents un à un, lisant chaque paragraphe avec attention. Ce n'était pas qu'une formalité légale, c'était un engagement. À chaque signature, il ressentait à la fois le poids de la responsabilité et une étonnante légèreté. « Qu'en est-il des questions financières ?» demanda Richard. « Tu veux que je crée un fonds pour Ellie, quelque chose auquel elle puisse avoir accès plus tard ?»« Oui, mais pas seulement. » Caleb s'adossa à son siège. « Je veux créer une fondation, quelque chose qui vienne en aide aux enfants sans abri, surtout ceux qui ont des animaux de compagnie. Des endroits qui les accueillent tous les deux, sans les séparer. » Richard eut un léger sourire et prit des notes. « En mémoire de Victoria ? » En son honneur, et aussi pour Ellie et Max, précisa Caleb, marquant une pause. « Et comme une forme de réparation, je suppose, pour toutes ces années où je n'étais pas là. » Le juriste acquiesça, comprenant. « Je m'en occupe. Quand comptes-tu l'annoncer ? » À l'anniversaire d'Ellie, dans 3 semaines. Ce sera mon cadeau pour elle, pour lui montrer que son histoire compte et peut aider d'autres enfants. Après avoir quitté le cabinet, Caleb ne rentra pas directement. Il se dirigea vers le cimetière municipal, section 14, tombe numéro 103. L'endroit était simple, pas de pierre tombale élaborée, juste un marqueur numéroté. Il s'agenouilla sur l'herbe et déposa un petit pot de violettes. « Je suis désolé, Victoria, » murmura-t-il. « Pour tout, pour ne pas t'avoir cherché davantage, pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Il s'interrompit, sentant une brise légère sur son visage. « Mais je te promets de veiller sur notre fille. Elle est extraordinaire, tu sais, forte comme toi, intelligente comme toi. » Le silence du cimetière avait quelque chose de réconfortant, comme s'il pouvait enfin tenir une conversation qui aurait dû avoir lieu des années plus tôt. « Je lui parlerai de toi, de ton intelligence, de tes rêves. Je ne veux pas qu'elle se souvienne de toi seulement comme d'un souvenir triste. Je veux qu'elle sache d'où lui vient sa force. » Lorsqu'il revint à l'appartement, il trouva Ellie sur le balcon, regardant le soleil se coucher, Max à ses côtés. Ces dernières semaines, depuis qu'elle avait appris la vérité sur sa filiation et sur Victoria, un nouveau lien s'était créé entre eux. Pas démonstratif ou sentimental, mais solide, fondé sur des vérités partagées et de petits moments de compréhension mutuelle. « Salut », dit-il en la rejoignant près de la rambarde. « Ta journée s'est bien passée ?» Ellie hocha la tête. « Mon prof d'art m'a dit que mon dessin était le meilleur de la classe. » Caleb sourit. Il l'avait inscrite dans une école privée qui, au départ, était réticente à accueillir une élève au dossier scolaire aussi incomplet. Mais après quelques semaines, les professeurs avaient vite perçu l'intelligence derrière sa réserve. « Je peux le voir ?» Elle sortit de sa poche une feuille pliée. Elle montrait 3 personnages, un plus grand, un plus petit et un canidé. Au-dessus, on pouvait lire, en lettres appliquées, « Ma famille ». Caleb sentit un pincement au cœur. « C'est magnifique, Ellie. » « C'est pas parfait. La tête de Max est un peu trop grande, je crois. Je trouve qu'elle est exactement comme elle doit être. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, à observer le ciel changer de couleur. Max bâilla et s'étendit au pied d'Ellie, l'air satisfait. « Ellie, » reprit Caleb, choisissant ses mots avec soin, «
Tu te souviens quand je t'ai parlé des papiers pour qu'on devienne officiellement une famille? Elle acquiesça, soudain attentive. Eh bien, je les ai signés aujourd'hui. Ce sont des papiers d'adoption. Ça veut dire que, légalement, tu serais ma fille, fit-il en marquant un temps d'arrêt, si tu le veux bien. Ellie fronça les sourcils, non pas un signe d'alarme, mais elle semblait peser le pour et le contre. Même si tu es déjà mon vrai père, tu dois encore m'adopter? Oui, pour que tout le monde le reconnaisse, pas seulement nous. Pour qu'on ne puisse plus te séparer de moi. Et mon nom de famille, est-ce qu'il va changer? Seulement si tu le souhaites, répondit Caleb avec un sourire doux. Tu pourrais être Alisa Mandé Williams. Conserver aussi le nom de ta mère. Ellie hocha la tête, comme si cela faisait sens pour elle. Elle jeta un coup d'œil à Max, qui avait relevé la tête comme s'il écoutait la conversation. Monsieur, si je reste ici, est-ce que Max reste aussi? La question fut posée d'une voix douce. Caleb ressentit alors une immense tendresse. Même maintenant, après avoir découvert qu'il était son père biologique et après plusieurs semaines de vie commune, elle craignait toujours qu'on lui retire le chien, son seul compagnon constant durant tant d'années. Vous êtes déjà tous les deux ici, dit-il fermement. C'est autant ta maison que la mienne. Personne ne vous séparera. Il vit une subtile détente dans son expression, comme si une tension ancienne commençait à s'effacer. D'accord alors, dit-elle, regardant à nouveau le dessin qu'elle tenait, puis relevant les yeux vers Caleb. Je peux t'appeler papa? La question était si simple qu'elle le prit au dépourvu. Il sentit ses yeux le picoter. Bien sûr que tu peux, répondit-il, la voix nouée. Ce serait un honneur. Ellie se rapprocha légèrement, pas au point de l'étreindre, mais suffisamment pour que leurs bras se frôlent, pendant qu'ils contemplaient l'horizon. Max s'installa, la tête posée sur les genoux de la fillette, comme s'il comprenait le moment. Caleb, les yeux fixés tantôt sur le ciel, tantôt sur l'enfant à ses côtés, sa fille, éprouva une certitude absolue. Il l'adoptait non pas par culpabilité ni par pitié, mais par amour, un amour qui avait grandi lentement, jour après jour, nourri par la force quotidienne qu'il voyait en elle. L'appartement, jadis trop grand et trop vide, semblait désormais avoir la taille idéale pour eux trois, la famille qu'ils formaient non par obligation ou par circonstance, mais par choix. Et pour Caleb, c'était la décision la plus simple et la plus importante qu'il ait jamais prise. Une odeur de cannelle et de pommes embaumait l'appartement quand Caleb rentra du travail. Il était près de 18 heures et il avait écourté une réunion d'actionnaires, chose impensable quelques mois plus tôt. Mais désormais, d'autres priorités guidaient sa vie. « Je suis rentré », annonça-t-il en posant sa mallette dans le couloir. Max accourut, agitant la queue comme s'il ne l'avait pas vu depuis des semaines, et non quelques heures. Derrière lui, Ellie apparut dans l'embrasure de la cuisine, portant un tablier trop grand pour elle et arborant un nuage de farine sur le visage. « On fait une tarte », déclara-t-elle avec ce petit demi-sourire qui apparaissait plus souvent maintenant. « Madame Martinez me l'apprend. » La gouvernante passa la tête hors de la cuisine, souriante. « Elle est douée, monsieur Williams. Elle a des mains parfaites pour pétrir la pâte. »« Je peux voir ?» demanda Caleb en s'approchant. Ellie hocha la tête, fière, et le conduisit dans la cuisine, qui, quelques mois plus tôt, ne servait guère qu'à préparer du café instantané. Maintenant, les comptoirs autrefois immaculés montraient des signes d'utilisation concrète, récipients d'ingrédients, livres de recettes, dessins accrochés au réfrigérateur avec des aimants colorés. La pièce était pleine de vie. Sur le plan de travail refroidissait une tarte aux pommes, sa pâte dorée et parfaitement tressée. « C'est moi qui ai fait le quadrillage », souligna Ellie. « C'est comme tresser des cheveux, mais avec de la pâte. » Caleb eut un grand sourire, réellement impressionné. « Elle a l'air parfaite. »« On la mangera après le dîner », poursuivit la fillette, rangeant méticuleusement les ingrédients. « Elle doit refroidir. » Il y avait dans sa façon de travailler un soin méthodique, chaque ustensile retrouvé à sa place, chaque ingrédient soigneusement refermé. Pour un enfant qui avait si peu eu l'habitude du confort, l'abondance ne signait pas le gaspillage, mais une forme de respect pour chaque objet. Plus tard, après le dîner, ils goûtèrent la tarte, délicieuse et pas seulement selon l'avis de Caleb, pourtant peu objectif. Puis ils s'installèrent sur le balcon pour regarder les lumières de la ville, un petit rituel instauré avant le coucher. Ellie arrosait les plantes en pot qui ornaient désormais l'espace, violettes, fougères, un petit jasmin. Sa nouvelle passion, le jardinage. Caleb l'encourageait, lui offrant des pots, des livres et de petits outils à sa mesure. « Ma prof nous a demandé d'apporter une plante lundi, » dit-elle en vaporisant les feuilles du jasmin. « Je peux prendre celle-ci » ? « Bien sûr. »
Tu veux que je le trouve un pot plus joli? Ellie secoua la tête. Non, elle est habituée à ce pot. La changer maintenant la stresserait. Caleb sourit devant la logique implacable de la fillette, qui la caractérisait si bien. Comment s'est passé ton contrôle de maths? Demanda-t-il en se rappelant qu'elle avait révisé tard la veille. Je pense que ça a été, répondit-elle en prenant place à côté de lui. Il y avait quelques divisions difficiles, mais je me suis souvenu de ta méthode. Je suis sûr que tu t'en es mieux sorti que moi à ton âge. Je n'étais pas très bon en maths. Elle le regarda avec étonnement. Mais tu travailles avec des chiffres toute la journée. J'ai une très bonne calculatrice, plaisanta-t-il, la faisant rire, un son encore rare et précieux. Max, qui reniflait un coin du balcon, revint se coucher à leurs pieds, la tête sur les jambes d'Ellie et les pattes arrière touchant celles de Caleb, visiblement confiant dans son monde. Cette nuit-là, comme cela arrivait parfois, Max ne rejoignit pas Ellie dans sa chambre lorsqu'elle alla se coucher. Il resta dans le couloir, entre les deux chambres, comme un gardien silencieux veillant sur eux deux. Leur journée prenait un certain rythme. Le matin, petit déjeuner, devoir pour Ellie, puis Caleb la conduisait à l'école avant d'aller au bureau. L'après-midi, les leçons, un goûter partagé, Max attendant patiemment devant la porte à l'approche de l'heure de retour de Caleb. Le soir, le dîner autour de la table, des histoires, parfois un film ou un jeu de société, autant de petits rituels qui, brique après brique, construisaient une nouvelle réalité pour eux trois. Tout n'était pas parfait, bien sûr. La première crise survint lorsqu'Ellie rentra de l'école avec un bleu au bras et une lèvre fendue. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Caleb, alarmé, en s'agenouillant pour examiner les blessures. « Rien, répondit-elle sans le regarder. « Ellie, ce n'est pas rien. »« Quelqu'un t'a fait mal ?» Elle haussa les épaules, retrouvant l'attitude de la fillette méfiante qu'il avait découverte sous le pont. Pendant un instant, Caleb craignit que tout leur progrès ne s'effondre. « Je ne veux pas en parler. » Il inspira profondément, s'interdisant de la brusquer. « D'accord. Occupons-nous de tes blessures d'abord. Si tu as envie d'en parler ensuite, je serai là. » Il nettoya doucement la coupure sur sa lèvre, appliqua une poche de glace sur le bleu de son bras. Ellie demeura silencieuse mais ne rejeta pas ses soins. Max observait la scène, inquiet, comme s'il voulait aider. Ce n'est qu'après le dîner, pendant qu'elle dessinait, qu'Ellie parla enfin. « Des filles se sont moquées de mes baskets. » Caleb, qui lisait des dossiers sur le canapé, leva la tête. « Tes baskets? Je t'en ai pourtant acheté plusieurs paires, toutes correctes. Pas celle-là, celle que je n'avais pas. Elles ont demandé pourquoi je n'avais pas de chaussures les premiers jours d'école. J'ai répondu que je vivais dans la rue avec Max. Elles ont ri et ont dit que je mentais, que personne ne pouvait avoir vécu dans la rue et ensuite habité un pantouse. » Caleb sentit un pincement au cœur. « Et alors? » J'ai dit que je ne mentais pas. Mélissa m'a traité de menteuse. Je l'ai poussée. Elle m'a repoussé, je suis tombé. Ensuite, on s'est battu. Son récit était brut, sans dramatisation ni apitoiement. Juste les faits, dans le style direct d'Ellie. Caleb ferma son ordinateur et vint s'asseoir à la table. « Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Elles avaient tort de se moquer de toi. » Il marqua une pause. « Mais c'était aussi un tort de pousser la première, non ?» Ellie acquiesça, surprenant Caleb par sa lucidité. « Oui, j'aurais pu faire autrement. Dans la rue, tu pousses le premier, sinon c'est toi qui finis à terre. » La franchise de sa déclaration en disait long sur le monde auquel elle avait dû s'adapter, un monde où hésiter signifiait perdre, et montrer la moindre faiblesse pouvait être dangereux. « Je comprends, mais tu n'es plus dans la rue, Ellie. Ici, tu es en sécurité. Tu peux essayer de parler d'abord. » Elle sembla y réfléchir, son crayon en suspens. « Et si ça ne marche pas? Alors, tu cherches un adulte, un professeur, ou moi. Mais tu n'es pas à l'école. Je peux y venir si nécessaire. » Il effleura doucement son bras là où un bleu commençait à se former. « Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, Ellie fit des cauchemars. Caleb se réveilla en entendant des cris étouffés et courut dans sa chambre. Elle était assise, agrippant Max, tremblante et couverte de sueur. « Ça va, » murmura-t-il en s'asseyant à ses côtés. « Ce n'était qu'un mauvais rêve. » « On était encore dans la rue, » dit-elle, la voix brisée par les larmes. « Je ne te trouvais plus. »« Je suis là, » rassura-t-il en ouvrant les bras sans l'obliger. À sa grande surprise, Ellie s'y blottit, le laissant la serrer contre lui. « Je ne laisserai personne renvoyer. Plus jamais. C'est chez toi, maintenant, ici. Pour toi, pour Max. »
Elle hocha la tête contre sa poitrine, encore secouée. Max s'installa à côté d'elle, comme pour sceller la promesse. « Tu veux un verre d'eau? Que j'allume une petite lampe? » « Reste un peu, demanda-t-elle, d'une voix encore tremblante, mais si fragile qu'il s'empressa d'acquiescer. Il resta à lui caresser les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Puis, sans faire de bruit, il rejoignit sa propre chambre. Cette nuit-là, pour la première fois, Max ne se posta pas devant la porte d'Ellie mais vint se coucher à côté du lit de Caleb, comme pour le rassurer lui aussi. Le plus gros souci arriva quelques semaines plus tard, quand Max dut rester une nuit en observation chez le vétérinaire pour une opération d'urgence. Il avait avalé quelque chose, probablement un morceau de jouet, et avait besoin d'une intervention. « Il va aller bien ?» demanda Ellie pour la 10e fois, observant l'examen de la radiographie. « Oui », confirma la docteure Torres. « C'est une opération simple, mais nous devons le garder cette nuit en observation. » Le visage d'Ellie pâlit. « Toute la nuit ? » ?»« Oui, c'est la procédure. Il sera très bien soigné, je te le promets. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Ellie resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Caleb pouvait presque sentir son angoisse grandir à chaque pâté de maison qui les éloignait de la clinique. « On pourra passer le voir demain matin avant l'école » proposa-t-il. « On se lèvera plus tôt. » Elle hocha la tête mais continua à fixer la vitre. « Et si » commença-t-elle avant de s'interrompre. « Quoi ? Et s'il pense qu'on l'a abandonné ?» La question fut prononcée si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. Il sentit son cœur se serrer. La plus grande peur d'Ellie, l'abandon. Le même schéma qui avait marqué sa vie. « Max sait qu'on reviendra », affirma Caleb avec fermeté. « Il a confiance en nous, comme nous avons confiance en lui. » Ce soir-là, Ellie refusa d'aller se coucher. Elle resta dans le salon à dessiner, lire, s'inventer des tâches pour ne pas dormir. Finalement, quand elle n'eut plus le choix, elle s'enferma dans sa chambre en laissant la porte grande ouverte, comme si elle espérait que Max réapparaisse. Caleb entendit qu'elle se tournait et se retournait dans son lit pendant des heures. Vers minuit, il se leva et alla la voir. Elle était assise sur le lit, serrant son oreiller. « Je n'arrive pas à dormir », avoua-t-elle. « C'est bizarre sans lui. »« Moi non plus, je n'arrive pas à dormir », confessa Caleb en s'asseyant au bord du lit. « Tu sais, quand j'étais petit et que je ne pouvais pas dormir, ma mère me faisait un chocolat chaud. » Ellie le regarda, vaguement intéressée malgré son inquiétude. « On a du chocolat ? » « Oui. Tu veux qu'on essaie ?» Dans la cuisine, Caleb prépara 2 tasses d'un chocolat chaud onctueux et sucré. Ils s'assirent au comptoir, soufflant sur la vapeur. « Ma mère me faisait du thé, » dit Ellie soudain. « Quand je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas quel genre de thé. Ça avait un goût de fleurs. » C'était rare qu'elle partage des souvenirs de Victoria sans y être poussée. Caleb savait combien chaque souvenir était précieux. De la camomille, peut-être, ou du jasmin, suggéra-t-il avec un léger sourire. On pourra tester. Elle chantait aussi, continua Ellie, le regard perdu dans sa tasse. Tout doucement, pour ne pas réveiller les voisins. Elle avait une belle voix. Caleb s'en souvenait. Quand je l'ai rencontrée, elle chantait dans la chorale de l'école. Ellie esquissa un sourire presque imperceptible. « Tu te rappelles des chansons ?» Contre toute attente, Caleb se surprit à fredonner un air doux que Victoria aimait entonner lorsqu'ils rêvaient à leur avenir commun. Après le chocolat chaud, Ellie sembla plus détendue. Caleb la raccompagna jusqu'à son lit. « Tu te sens mieux ?» Elle hocha la tête. « Merci pour le chocolat. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle l'arrêta d'une petite main sur le bras. « Reste un peu, jusqu'à ce que je m'endorme ?» Il acquiesça et s'installa dans le fauteuil de sa chambre. Elle s'assoupit rapidement cette fois, le visage enfin apaisé. Il la regarda un moment, songeant à quel point ils étaient devenus nécessaires l'un à l'autre en quelques mois à peine. Aux aurores, ils passèrent à la clinique avant l'école. Max se remettait bien et s'agita de joie en les voyant. Le soulagement illumina le visage d'Ellie. Quand finalement ils purent le ramener à la maison 2 jours plus tard, Max fit le tour de chaque pièce comme pour vérifier que tout était en ordre. Ce soir-là, au lieu de dormir dans la chambre d'Ellie, il s'allongea dans le couloir, précisément à mi-chemin entre les 2 portes. Après un instant, Ellie sortit de sa chambre avec un oreiller et une couverture. « Je vais dormir ici avec lui », annonça-t-elle. Caleb, qui passait par là, sourit. « Tu veux que je t'apporte une autre couverture ? » « Non, celle-ci est assez chaude. » Il l'aida à s'installer. Max semblait content, posé entre eux lorsque Caleb s'assit un instant.
Il regarde les deux portes, remarqua Ellie, déjà à moitié endormie, comme ça, il nous protège tous les deux. Oui, on est sa famille. Il prend soin de nous et nous on prend soin de lui, confirma Caleb. Exactement, murmura Ellie avant de sombrer dans le sommeil. Cette nuit-là, une fois qu'Ellie s'endormit, Caleb ne la transporta pas dans son lit. Il alla chercher son propre oreiller et s'installa de l'autre côté du chien. Tous trois dormirent dans le couloir, Max au milieu comme un pont vivant entre père et fille. Et ainsi, à travers les tartes aux pommes, les nuits sur le sol du couloir, les bagarres à l'école et les chocolats chauds, l'appartement se mit à respirer non plus la solitude, mais la vie et même une forme de bonheur. Un bonheur né non pas malgré les difficultés, mais grâce à elles, parfois maladroit, imparfait, mais indéniablement réel. Le tribunal était plus calme que Caleb ne l'aurait imaginé, peut-être parce que l'audience avait lieu en fin d'après-midi, après la plupart des audiences habituelles. Ou peut-être parce que le juge Baldwin, la cinquantaine, le regard bienveillant, voulait garder la procédure aussi sereine que possible pour Ellie. Alors, jeune fille, dit le juge en se penchant un peu en avant pour s'adresser directement à Ellie, est-ce que tu comprends ce qui se passe aujourd'hui? Elle hocha la tête, ses jambes balançant au-dessus du sol, sur un siège trop grand pour elle. Elle portait une robe bleu marine spécialement choisie pour l'occasion et des chaussures noires brillantes, encore étranges pour ses pieds habitués à l'insécurité. Vous allez dire qu'on est une vraie famille maintenant, répondit-elle, la voix petite mais claire dans le silence du tribunal. Le juge sourit. Exactement. Même si, d'après mon expérience, les familles le deviennent longtemps avant d'arriver jusqu'ici. Il jeta un bref regard à Caleb, puis se tourna à nouveau vers Ellie. Les papiers ne font que confirmer ce que vous savez déjà. L'assistante sociale, Madame Reynolds, qui avait suivi l'affaire ces derniers mois, observait la scène d'un air approbateur. Ses visites d'abord formelles étaient devenues presque amicales, surtout après qu'Ellie se fût détendue et lui eut montré ses dessins et ses plantes. Eliza Mandé Williams lut le juge sur le document avec un sourire. C'est un très joli nom. C'était celui de ma mère, expliqua Ellie en désignant Mendes. Et maintenant, il y a aussi le sien. C'est une merveilleuse façon de les honorer tous les deux, approuva le juge. La cérémonie fut brève, comme Caleb l'avait demandé, conscient que trop de solennité mettrait Ellie mal à l'aise. Lorsque le juge signa finalement le dernier papier, déclarant l'adoption officielle, Caleb sentit en lui se défaire une tension qu'il ignorait porter. C'était réel, permanent, officiel. Félicitations à la famille Williams, annonça le juge, serrant la main de Caleb puis tendant courtoisement la sienne à Ellie. Elle la serra avec un sérieux qui fit sourire les adultes. Merci de m'avoir laissé le garder, déclara-t-elle, étonnant tout le monde par sa franchise. C'était un plaisir, répondit sincèrement le juge. Dehors, Max attendait patiemment, gardé par le concierge de l'immeuble, qui s'était proposé pour le temps de l'audience, les animaux n'étant pas autorisés dans la salle, sauf s'il s'agissait de chiens d'assistance. À la vue d'Ellie, Max bondit, la queue agitée. « C'est fini, Max », lui murmura-t-elle en s'accroupissant pour le serrer. « C'est officiel, maintenant. » Le concierge sourit à Caleb. Elle lui a tout expliqué avant d'entrer, qu'aujourd'hui était un jour super important et qu'il devait rester sage, même en attendant dehors. Caleb acquiesça, submergé d'émotion au point d'en perdre ses mots. Au lieu de fêter ça dans un restaurant chic, ce qui aurait mis Ellie mal à l'aise, Caleb avait prévu une autre surprise. Lorsque la voiture tourna dans une rue bordée d'arbres, éloignée de leurs pentouses, Ellie le regarda, intriguée. « Où on va ? » ?»« Tu verras. C'est une surprise. » La voiture s'arrêta devant une maison à 2 étages, avec un grand jardin. Elle n'était ni ostentatoire ni luxueuse, mais elle dégageait quelque chose d'accueillant et de solide, avec ses murs couleur crème et ses grandes fenêtres. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ellie, le nez collé à la vitre. « Viens voir, » répondit Caleb, sortant de la voiture et ouvrant la portière d'Ellie. Max fut le premier à s'élancer, reniflant la pelouse. Ellie le suivit, plus prudente, parcourant du regard la maison avec curiosité. « Qui habite là ?» Caleb sortit de sa poche un trousseau de clés et les lui tendit. « Nous, si ça te plaît. C'est notre cadeau d'adoption. » Les yeux d'Ellie s'agrandirent. Elle regarda les clés, puis la maison, puis de nouveau Caleb. « À nous ? Toute la maison ? » ?»« Tout. Il y a une chambre pour toi, une pour moi, un bureau, un grand salon, le meilleur, » il désigna le côté où l'on devinait le jardin, un grand espace pour tes plantes et pour que Max puisse courir. L'étonnement sur le visage d'Ellie se changea peu à peu en quelque chose de plus profond.
Elle comprenait que ce déménagement représentait la stabilité, des racines, un endroit qui n'était pas temporaire. « On peut entrer ?» demanda-t-elle, à voix presque basse. « C'est ta maison. Tu peux y entrer comme tu veux, quand tu veux. » Ellie observa les clés dans sa main, puis la porte d'entrée. Au lieu d'y aller directement, elle passa par le jardin, Max sur ses talons. Le jardin était grand, avec un chêne pour l'ombre, un espace au soleil idéal pour un potager, et une pelouse où Max courait déjà en cercle joyeux, comme s'il savait que c'était chez lui. Caleb la suivit du regard alors qu'elle touchait l'écorce de l'arbre, évaluait le sol, levait la tête pour voir l'ensoleillement, un examen minutieux qui la définissait si bien. Finalement, elle revint vers lui. « On peut voir l'intérieur ?» À l'intérieur, la maison se révélait spacieuse mais chaleureuse, en partie meublée, sans trop de décor. Caleb avait volontairement laissé des murs nus pour qu'Ellie puisse y accrocher des dessins, installer des plantes, des bibliothèques ou créer des coins lecture. « Ta chambre est à l'étage », expliqua-t-il en montant l'escalier. « Il y a une surprise. » Dans la chambre, de larges fenêtres donnaient sur le jardin, les murs étaient peints d'un vert doux, et surtout, il y avait une petite table à dessin équipée de tout le nécessaire pour une jeune artiste. Crayons, pinceaux, aquarelles, rangés méticuleusement. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle en s'approchant avec précaution. « Ta prof d'art m'a dit que tu avais beaucoup de talent. Je me suis dit que tu aimerais progresser. » Ellie caressa la surface lisse de la table, puis ouvrit un tiroir, découvrant tout le matériel. « Merci, » dit-elle simplement, mais l'éclat dans son regard en disait beaucoup plus. Ils firent le tour de la maison avec Max, qui reniflait chaque recoin, puis descendirent de nouveau. Dans le salon, Ellie demanda si elle pouvait sortir quelque chose de son sac à dos, un grand dessin roulé, qu'elle déplia sur ses genoux en s'asseyant par terre. Caleb s'assit à côté d'elle. Le dessin montrait 3 silhouettes allongées sous ce qui semblait être une grande couverture bleue. On les voyait de dos, regardant un ciel étoilé. Les étoiles étaient rehaussées d'une encre argentée qui scintillait légèrement selon l'inclinaison du papier. « C'est magnifique, Ellie !» s'exclama Caleb, ému par la qualité et l'émotion de l'œuvre. « Ça représente le soir où on a dormi dans le couloir. » Elle hocha la tête. « Mais ce n'est pas le couloir. C'est comme je l'imaginais, si on pouvait s'allonger dans le jardin en regardant les étoiles. Maintenant, on peut le faire, ici, n'importe quelle nuit. » Il lui sourit. « Absolument. » Ellie rendit son sourire, un sourire discret mais lumineux qui transfigura son visage. Elle s'approcha et laissa Caleb la prendre contre lui, sa tête posée sur son torse. « On n'est plus seul, hein ?» murmura-t-elle. Cette question, si simple et directe, charriait tout le poids de leur passé respectif. Toutes ces nuits solitaires qu'ils avaient endurées, chacun de leur côté. « Plus jamais, » répondit Caleb, lui embrassant tendrement les cheveux. « Plus jamais. » Max s'approcha pour s'allonger près d'eux, formant un cercle parfait. À travers la fenêtre, les derniers rayons du soleil illuminaient leur nouveau chez-soi, projetant de longues ombres comme si elles voulaient elles aussi enlacer leur petite famille. Là, dans ce lieu à la fois neuf et déjà familier, Caleb saisit pleinement les paroles du juge. Les papiers ne faisaient que confirmer ce qui existait déjà. 3 cœurs qui avaient appris à battre à l'unisson, même s'ils avaient d'abord suivi des rythmes différents. La douleur n'avait pas disparu, les cicatrices demeuraient. Mais ici, dans cet espace bientôt rempli de nouveaux souvenirs, la souffrance s'apaisait enfin. Non pas parce qu'elle n'existait plus, mais parce qu'elle s'était transformée en quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils pouvaient appeler la paix.